Yo 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 les potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez bien. Je t'entends bien, mais je suis pas garanti d'être sur le bon micro pour toi. Ah ouais? Vérifie. Ou alors, c'est que le micro est pas assez proche, vérifie. Je crois que c'est bon normalement. Hein. Ok, c'est bon, faut que tu le rapproches. Rapproche, c'est bon. Okay. C'est bon. Bon, nickel, les gars, comment ça va l'équipe? J'espère que ça va. Moi, je suis de bonne humeur en fait. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Y a de l'écho, vous me dites, ou ça va? À vous de me dire dans le chat. Parce que je vois quelqu'un parler d'écho. J'espère que c'est pas le cas. Regardez-moi ça. Vous voyez ça? C'est une souris de 35 grammes en fibre de carbone à 200 balles, les gars. Vous voyez? Vous, ce qui vous rend heureux, c'est vos bacs qui pump. Moi, c'est ma petite souris en fibre de carbone. Ça me rend heureux, les gars. Bon. Frérot, c'est le bull market ou? C'est ça. C'est le bull market. J'ai acheté le clavier, la souris, l'écran. On est en train de se restuffer. Mis à part ça, du coup, pas mal de mouvements côté réglementation cette semaine. Tout le monde se tapait dessus. Binance, KuCoin, Coinbase, Ripple, c'est la guerre. À peu près comme d'habitude, mais rien de méchant. Rien de méchant en vrai. Mis à part ça, on a aussi des nouvelles avec les jetons IA. On voit des nouveaux standards de jetons sur Solana. Pas mal de trucs. Ça bouge bien, hein. Ça bouge bien. J'ai fait pas mal de trucs on-chain. J'ai testé pas mal de trucs, etc. J'ai notamment... J'ai notamment tradé sur Photon, les gars. Donc, j'ai testé les shitcoins de Solana. En gros, Photon, c'est genre une sorte de terminal de trading pour Solana, pour trader on-chain, etc. Donc, en fait, en gros, genre, tu funds, tu déposes, en fait, sur un wallet à toi sur Photon. Genre, en gros, c'est un burner, quoi. Et en fait, dès que tu vas acheter un truc ou quoi, en fait, quand tu appuies sur acheter, en gros, eux, ils exécutent la transaction de leur côté parce qu'en fait, c'est eux qui ont la main sur le wallet. Mais voilà. Ouais. Et du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus vite, d'acheter des shitcoins de zinzin, etc. Okay. Notamment au lancement, en fait, tu peux voir techniquement quels sont les jetons qui se lancent en temps réel, tu peux voir la liquidité, tous ces trucs-là. Bon, je vais pas vous mentir, c'est ultra dégène. Et du coup, je crois que c'est la première fois que je me suis pris un rug, quasiment. Ah ouais? J'ai pris 2-3 rugs. C'est bon ça. C'était pour la forme. Non, j'ai mis 20 sols. Et je m'en sors à peu près à 35. Et je me suis pris un rug de 11 sols, un rug de 1 sol, un rug de 2. Et j'ai in sur un shitcoin et j'ai fait genre 40 sols ou un truc comme ça. Ouais, c'est le casino. C'est le casino, voilà. C'est l'aboutissement d'années de capitalisme et de technologie pour nous permettre d'acheter du dog cat with hat. Est-ce que tu vas nous montrer ça dans cette émission ou tu préfères pas? Sincèrement, j'ai pas envie de pousser les gens à faire ça. Vas-y. Donc, je le mentionne parce que concrètement, j'ai testé et c'est pas pour vous dire de le faire, c'est plus genre faire des retours d'expérience et vous expliquer que ça existe et vous expliquer que bon, moi, c'était les premières fois et j'ai été assez attentif et j'ai un peu d'expérience en crypto. Donc, même en ayant cette expérience-là, je me suis fait rug la gueule, même si j'en sors en bénéf. Mais je me dis que des débutants ou des gens qui vont un peu moins attentivement se feront encore plus rug. Donc, voilà, c'est juste, il y a, genre, je pense, 90-95% de rug en chaîne. Et l'objectif, c'est de trouver par certains critères et certaines recherches le truc qui va pas rug, mais en même temps d'être in super tôt, du coup, t'as des mecs qui in super tôt et qui font leurs recherches après qu'ils ont in. T'as 2-3 minutes pour faire tes recherches et après, si t'as mal fait tes recherches, tu te fais rug la gueule. Mais comment tu t'es retrouvé là-dedans? Qui t'a emmené dans ce merdier là? Disons que j'ai une clique à Malte de dégène, notamment en DeFi et tout. Et moi, la DeFi de ce type-là, c'est pas du tout mon truc, mais je trouve ça stylé, tu vois, de au moins découvrir ce que c'est, de comprendre comment ça fonctionne, etc., au moins pour la science. Et du coup, Photon, j'en avais déjà entendu parler, etc., et j'ai des potes qui font ça à longueur de journée, etc. Okay. J'ai un pote, je crois, il est parti de 2000 balles, il est monté genre à 40-45 000 balles en sol avec ce genre de truc, mais c'est un mec qui fait ça depuis 2 ans, tu vois, full time limite, tu vois. Donc, c'est comme ceux qui snipent là où il y a du volume sur Dex Screener et tout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est genre la meme coin season sur Solana. Bon, sincèrement, Picsou qui s'intéresse aux meme coins et qui trade les coins de chiens, bon. Est-ce que c'est un top signal? Je pense moi-même créer un top signal en faisant ça. Mais voilà, je voulais au moins le faire pour la science. Et si je suis un top signal et que je peux mettre fin à ça, pourquoi pas? Je sais pas. Mais c'est que Sol, parce que je vois qu'il y a beaucoup de mouvements sur Base aussi et d'autres layers 2. Donc là, c'est plutôt Sol. Enfin, Photon, du coup, c'est que Sol. Ouais, Photon, c'est que Sol. Photon, pardon. Et ouais, c'est Photon. Il y a un mec qui me dit, toi, 0x Picsou, tu n'as pas perf sur Photon, c'est un mensonge. J'ai que ça à foutre de mentir, wesh, les gars, c'est trop. Genre, je vous dis littéralement que je me suis fait rug la gueule. Alors,
pourquoi j'irais mentir? Mais tu sais, c'est comme les NFT. Je suis rentré sur un truc, j'ai eu de la chance. Genre, il y a un truc, je sais pas, j'ai mis genre 5 sols et le truc a fait x5 ou x6 instantanément. Genre, donc c'est pas une question de skill pour le coup, c'est juste j'ai eu de la chance, quoi. Mais ça aurait pu aussi très mal se passer. Mais voilà, je voulais tester pour la science. Je me suis bien marré. J'ai passé ma nuit là-dessus. Je me suis couché à 8h, 9h du matin. Ah oui. Ça m'a pris. Oui. Je me suis calé avec un petit podcast de Lex Friedman et de Mark Cuban. Il y a une heure de décalage. On a changé d'heure aussi, c'est vrai. Oui, voilà. Donc en vrai, je me suis couché à 9h, mais c'est comme si je me couchais à 8h, quoi. Les gars, ça va en vrai. Ça va. Ouais, bah moi, tu vois, ça a été semaine plutôt gaming, du coup, pour remettre un peu d'activité sur la chaîne principale gaming, puis aussi pour les jeux Web3. Et du coup, il y a une vidéo qui arrive où je vais vous expliquer comment monter un PC, mettre un Windows 11, optimiser Windows 11 pour les jeux DirectX 12, donc pour que vous ayez vraiment la latence la plus basse pour vos jeux et vos jeux Web3 du coup. Pourquoi? Parce que sur Ultra, il va y avoir du mouvement là sur ce trimestre notamment. Je bosse beaucoup avec Big Time aussi et je me suis lancé dans un truc. Alors, je vous ai fait un tweet à ce sujet, tu vois, tu me parlais de photos de ton côté. Moi, j'ai décidé de mettre des billes dans Big Time. Alors, si tu veux, Big Time, c'est quoi? C'est un MMORPG Web3. Et tu as toute une économie à l'intérieur, tu as un token Big Time, tu as une monnaie in-game, tu as des NFT, etc. Pour celui qui me traite de menteur, voilà, genre c'est littéralement ce que j'ai fait. Enfin, je vais pas mentir pour rien. Bref, vas-y. Pas de souci. Et du coup, d'ailleurs, si tu veux, pendant que tu as l'écran où je le mets, on a un article dédié à Big Time où on explique tout. Ouais, je peux le montrer. Attends, je vais préparer ça pendant que tu parles. Je te laisse préparer ça. Et donc, du coup, j'ai lancé une stratégie. Alors, je vous en parle à voix haute. Je vous invite pas à me suivre. En gros, j'ai pas envie de... Si ça marche, tu sais, moi, il y a un truc que je déteste sur Internet, c'est les gars qui t'expliquent comment devenir rentier, faire des revenus passifs, etc. Dans le sens où, généralement, s'ils t'expliquent ça, c'est que c'est déjà la fin ou qu'ils veulent manger sur ton bec, tu vois. Ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je me suis lancé parce que je vous parle de Gaming Web3 depuis longtemps. C'est un des jeux les plus cotés, avec une économie hyper intéressante. Et donc, même si je vous en ai déjà parlé au travers de 2 vidéos, il y a la partie théorique et il y a la pratique. Là, je passe vraiment en pratique. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté de l'immobilier virtuel. J'ai loué de l'immobilier virtuel. Et c'est à partir de cet immobilier virtuel que tu peux brancher d'autres NFT qui vont permettre de commencer à créer on va dire des objets qui peuvent te rapporter de l'argent. Par exemple, tu as des sabliers qui sont vides. Quand tu t'équipes d'un sablier vide, tu vas rien à en faire. Quand tu t'équipes d'un sablier qui est rempli, tu vas pouvoir entrer dans des donjons, choper des NFT, choper du token. Donc ces sabliers, tu as la stratégie soit de les mettre sur ton perso à toi, jouer au jeu, choper du token, soit de les vendre en fait. Donc tu as un vrai différentiel entre un sablier vide, un sablier un peu rempli de quelques heures, un sablier rempli de plein d'heures. Et je ne sais pas si tu t'es intéressé un peu à l'écosystème Sorare. Tu sais, Sorare, tu as plein d'explorers annexes où tu peux avoir plein de données, etc. Ça existe aussi sur Big Time. C'est pas très connu d'ailleurs. Donc j'en ai noté un, ça s'appelle Dashloot. Voilà, Dashloot. Et du coup, tu peux voir en fait les prix, le prix d'un sablier vide, rempli, etc. Et tu peux faire des calculs de marge. Alors j'ai fait tous les calculs, money in game, token, rentabilité et tout. Et je me suis dit putain merde, il y a peut-être moyen de manger un peu. J'insiste sur le peut-être. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué des trucs, j'ai fait mes calculs, combien je dépense, combien ça me coûte. J'ai vu qu'il y avait une belle marge. Je ne suis pas rentré dans les détails. Et donc, maintenant, je suis en train de remplir mes sabliers. Dans 8 jours, juste avant qu'on parte à Paris pour la PBWS, je vais pouvoir les vendre, commencer déjà à rentabiliser un petit peu. Et le but, c'est de faire le point au bout de 30 jours parce que, en fait, l'immobilier, tu peux aussi le louer sur 7 jours ou sur 30. Donc, du coup, je loue 30 jours, je farme sur ce stuff loué. Et j'essaie de voir si je prends une marge en surcouche de la location. Et après, je vois si je rajoute, si je me rembourse, si machin. Mais tu vois, c'est une expérience de rentier virtuel. Moi, la question que je me pose, c'est toi, tu as vu ça, mais je suppose qu'il y a des mecs encore plus calés qui passent leur vie sur ça. Et genre, comment c'est possible que genre, tu puisses avoir ce sort d'arbitrage ou d'opportunité et que ce soit pas plus fil, tu vois. Enfin, moi, je tiens à dire juste un truc, je pense que c'est assez important de le mentionner, c'est que tout ce qui est NFT, etc., bon, pour certains projets, pour certaines choses, il y a de la liquidité, mais il faut juste faire extrêmement attention. Moi, personnellement, j'ai perdu de l'argent sur les NFT. J'en ai gagné via des airdrops et d'autres trucs, notamment via les apes et tout à un moment. Mais voilà, j'ai plus perdu d'argent que j'en ai gagné, je pense, sur les NFT. Et genre, c'est très problématique quand il y a moins d'intérêt, que c'est moins liquide. Donc, c'est très risqué, il faut le dire. J'en suis totalement conscient. Et c'est pour ça que, en fait, déjà, je pars du principe que là, ça peut marcher 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis ne plus marcher. Ça, c'est la première chose. Hyper important. Il n'y a pas d'argent magique. Alors, qu'est-ce qui fait que tout n'est pas fil? Je dirais parce qu'il n'y a pas encore assez de joueurs, qu'il y a quand même de la complexité. Moi, je me suis fait assister quand même pour être capable de mettre en place cette stratégie. Tout seul, ça ne m'aurait pas monté au cerveau aussi vite. C'est pour ça que je ne vous donne pas les détails pour le moment.
Parce que forcément, si on est je sais pas combien à le faire, on va tuer le truc, hein, qu'on se le dise. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi t'en parles, parce que je suis en mode tu vas totalement enculer ta stratégie. Ouais, mais tu vois, pour la chance. Il faut y passer du temps. Ouais. Et du coup, je vais essayer, voir au moins si je peux me rembourser assez rapidement. Et après, ces bonus, c'est une expérience qui est intéressante parce que eux, ils ont un jeton qui s'échange sur les marchés. Et ils ont une monnaie in-game qui ne s'échange pas, qui ne se farme pas. Tu es obligé de la payer comme n'importe quel jeu pay to fast ou pay to win ou autre. Et c'est là où ils s'y retrouvent en fait, de leur côté à eux. Et tu as besoin de payer cette monnaie-là pour pouvoir en fait lancer tous les processus de remplissage de sablier, de crafting, etc., etc. Donc je me suis dit, tu vois, à un moment donné, si tu veux vraiment comprendre comment ça marche, il faut mettre des billes dedans. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est assez inspirant pour pouvoir comparer avec les autres jeux Web3 où souvent là t'as qu'un token et en fait les gars ils aspirent toute la liquidité et ça part à la cave. Et du coup le yield dont tu parles, il provient de gens qui veulent acheter les sabliers remplis ou t'acheter des... Ok. Parce que eux en fait avec ces sabliers ils vont pouvoir les équiper sur leur personnage, faire des donjons. Donc tu as des donjons normaux et des donjons prestige et avec ces donjons ils vont pouvoir farmer du token big time et ou choper des NFT qui eux aussi ont de la valeur de manière plus ou moins aléatoire. Du coup, il y a une grosse inflation sur le jeton Big Time si les mecs peuvent en choper comme ça. Il y a un peu d'inflation, mais c'est assez maîtrisé visiblement. En tout cas, pas au point de foutre le jeton par terre comme tu as pu le voir. Combien de temps ça durera, je sais pas. Ils essaient de maîtriser un peu le truc. Et donc en fait, tu as vraiment une dimension où tu as des gens qui payent, qui sont vraiment dans le game très haut niveau collectionneur, et une autre dimension où les gens qui arrivent sur le jeu peuvent ne pas sortir un centime, tuer le jeu et commencer à récupérer de la valeur. Donc j'ai bien aimé cette distinction où tu as un côté entre parenthèses pour les riches et collectionneurs et un côté où tu peux y aller tranquille parce que souvent c'est des trucs pour investisseurs et spéculateurs et les jetons ils partent à la cave en fait. Donc à suivre. Il y a un mec qui dit dans le chat qu'il a aussi fait ça au tout début. Donc je sais pas si t'as peut-être... Il a dit ça paye bien. Ceux qui étaient là au tout début se sont garés. En tout cas ça a bien payé. Ouais. Ceux qui étaient au début. À voir si ça paye encore. Mais de toute façon, honnêtement, je pense pas qu'on vous invite à faire la même chose. Je pense qu'on aime juste vous parler un petit peu des expériences que nous, on mène de notre côté. Il y a 90% de chances qu'on se foire sur ces expériences-là. Donc, il faut en avoir conscience. Mais je trouve que voilà, faire ces expériences pour vous et au final vous dire ce qui marche moins bien, ce qui a de l'intérêt ou pas, c'est cool. Et dans tous les cas, je pense qu'il faut passer par là pour vraiment comprendre les projets. Hein, c'est ça. Réalité. Et puis, de toute façon, qu'on se le dise... Tu vois, nous, on est à notre 3e cycle, on va dire, en crypto. Premier cycle, c'était un peu baptême du feu. Tu fais des sous, tu les perds, tu les rends parce que tu sais pas appuyer sur vendre, parce que tu fais de la merde. 2e cycle, tu t'en sors mieux. 3e cycle, tu t'en sors encore mieux. Mais dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, que ce soit des meme coins, des NFT, ce soit les ordinals, les runes qui vont arriver sur Bitcoin, etc., on repart entre parenthèses de zéro. Tu es obligé de reposer tes couilles et de te dire, là, je rentre dans le casino dans le sens où je peux me faire rug, pirater, déglinguer, machin. Mais il n'y a pas de repas gratuit à un moment donné. Hein. Si tu veux faire des sous, il faut prendre des risques. C'est pour ça qu'on teste des trucs. Exactement. Mais ouais, en tout cas, moi, cette semaine, j'ai testé plein de trucs. Peut-être avant de parler de l'actu pure, je peux vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Du coup, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais j'avais unstacké mes TIA et mes dimensions. Bon, je raterai probablement des airdrops, etc. Mais c'est juste que, voilà, genre, moi, j'ai besoin de liquidité en ce moment. C'est aussi simple que ça. Pour plein de choses, y compris... acheter plus d'Ethereum. donc j'ai unstacké mes TIA et mes dimensions. J'ai eu quelques airdrops déjà jusque-là, donc je vais pas cracher dessus. Peut-être que je serai éligible à d'autres trucs, on verra. On arrive aussi sur la fin du farming de Parcel. Donc Parcel sur lequel j'avais mis... j'avais bien farmé avec une dizaine de comptes, etc., dont un compte que j'avais bien chargé. Au final, je peux pas dire où je termine exactement, mais je peux vous dire que je termine... Enfin, pour pas dox to mes wallets, etc., mais je peux vous dire que je termine largement dans le top 500. Sur 225 000, 230 000 personnes. Donc voilà, j'espère bien manger. Et donc, Parcel, je crois que la fin de la saison, c'est demain ou après-demain. En tout cas, ça va arriver très vite. Et du coup, personnellement, je m'attends à ce que on ait le jeton qui sort peut-être assez rapidement, parce que ça fait un bon moment que quand même ça farm, etc. Surtout que Parcel ont fait les choses bien jusqu'à maintenant, etc. Je pense pas qu'ils vont... je vais pas être vulgaire, mais je pense pas qu'ils vont... faire mal les choses et voilà. mettre mal la communauté. Mais voilà, j'ai vraiment hâte que ce jeton sorte parce que pour le coup, c'est sur Solana, grosse hype sur Solana. Ça concerne les real world assets, grosse hype sur les real world assets. Donc pour moi, tu as un cocktail qui est très sympa. Moi, évidemment, je prêche ma paroisse dans le sens où moi, j'ai des points qui vont me permettre d'avoir des jetons et je suis bien ranké. Donc on verra. Je sais pas encore si je vais vendre ou pas. Si j'ai un airdrop d'une somme astronomique,
dans tous les cas, je pense prendre des profits et les mettre en Ethereum ou en Solana. Si c'est pas si astronomique que ça et que voilà, je pense tout garder, on verra. J'ajusterai en temps réel en fonction de comment ça se passe, mais je pense pas tout dump dans tous les cas. Donc ça, c'était pour Parcel. On a aussi la dernière ligne droite du farming sur Hyperliquid. Tu sais que moi, je farm depuis fin novembre Hyperliquid. Donc, moi, je voudrais parler un peu plus des experts, etc. plus tard dans l'émission. Je pense que ça peut être assez intéressant. Mais du coup, sur Hyperliquid, je crois qu'il reste encore 4 semaines avant la fin du système de points. En tout cas, dans l'état actuel, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'ils refassent des saisons, etc. Un peu comme Jupiter fait. Et la bonne surprise, c'est que la valorisation des points a augmenté. Donc, depuis le moment où j'ai commencé à utiliser Hyperliquid et tout, on était à 1$ le point. Là, on est à 7$ le point, on va voir un peu plus. Et surtout, ceux qui avaient des points jusqu'à maintenant vont être airdrop d'un meme coin que Hyperliquid lance. Donc, en gros, Hyperliquid, du coup, c'est un d'expert comme DYDX. Et du coup, ils ont leur Layer 1 un peu comme, on va dire, la DYDX chain. Et du coup, là, ils ont annoncé qu'ils vont ajouter du spot. Ils ont ajouté 2 standards de jetons sur leur Layer 1 qu'ils appellent le H1 ou HP1 et HP2 ou un truc comme ça. Ou HL1, HL2, je sais plus. Et du coup, l'introduction d'un meme coin avec ce système de spots. Donc pour l'instant, on peut voir qu'en testnet, mais je suppose que ça arrivera en mainnet probablement dans les prochains jours, prochaines semaines. Et bah déjà, en plus des points, on va avoir un meme coin. Et moi, je suis bien classé, donc il y a moyen que ça mange. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a plein de communautés qui se disent, mais genre, si on lançait pas juste un meme coin, parce qu'en soi, ça leur coûte rien de donner un jeton qui n'a en soi pas de valeur. Et s'il a de la valeur, c'est bénéfique pour la communauté. Après, ça peut être un piège pour les gens qui n'ont pas eu ce jeton gratuitement, qui l'achètent après et qui peuvent se faire ex. Mais par exemple, on a vu aussi ça avec les Doodles, où ils ont créé le Poopcoin. Et du coup, les détenteurs de Doodles ont reçu ces Poopcoins. Et du coup, ça fait un airdrop. Apparemment, ça a été quand même pas mal snipé. Donc, on se demande s'il n'y avait pas des insiders ou des gens de la team qui en ont profité pour acheter dès le lancement. Mais voilà, donc en tout cas, des news assez positives autour de Hyperliquid. Comme j'expliquais juste avant, j'ai testé l'achat de shitcoin et j'ai expérimenté sur Photon. Pour l'instant, voilà, expérience profitable, mais voilà, j'ai conscience que c'est de la chance et que c'est véritablement la guerre. Et je vous incite sûrement pas à acheter des shitcoins et des jetons qui viennent juste de ce créer-là. C'est vraiment très très dangereux, mais voilà, je voulais juste faire l'expérience pour vous la partager. Pour ceux aussi qui étaient au courant, il y avait du coup Dexter, qui était le mec sur Twitter qui avait créé Lootbot et Wise Market, qui a fait la pre-sale de 30 millions, tu sais, en mode flash, genre il tweet, il est en mode, voilà, envoyez à cette adresse, je fais une pre-sale, c'est un jeton IA, voilà, je vous donne pas plus d'infos. Ouais. Et du coup, il avait levé les 30 millions super rapidement. Et du coup, là, le token arrive, donc le jeton GM, moi j'avais envoyé comme un Golemon, mais je pense que ça peut payer. Et du coup, en gros, là maintenant, on peut checker l'allocation qu'on aura pour ce jeton-là. En tout cas, j'ai vu un lien, c'était genre gm.ai/presale-allocation. Donc voilà, à suivre de près. Et puis sinon, voilà, j'ai acheté plus Ethereum et j'en voudrais toujours plus. Et on a eu le droit aussi à un petit débat Cardano Elrond sur Twitter. Ouais, il va falloir que je creuse Cardano, moi d'ailleurs. Mais et Elrond, hein, par curiosité en tout cas. Parce que ça a quand même soulevé une interrogation qui est intéressante, et je suis d'accord, c'est qu'en fait, parce qu'on ne parle pas de quelque chose en masse, on considère que c'est mort, alors que non, c'est vrai que nous, en France, on a un biais très dégène, ça va être Layer 2, Base, Avalanche, machin truc, ou Solana, ou Ether, et on s'en branle d'Algorand, on s'en branle d'Elrond, de Flow, ces trucs-là, et je pense qu'il y a des choses à regarder aussi. Surtout Cardano. Je pense que Cardano, il s'est passé quelques trucs récemment qui méritent au moins notre attention. Après, attention les gars. Moi, je pense que des gens se voilent la face. Non, mais ça, c'est possible. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu compares Multiversix à Arbitrum, Optimism, Solana, etc., je sais pas ce que tu as fumé, mais ça a l'air vraiment très puissant et j'ai envie de tester. Parce que dire, il y a le même nombre de transactions sur Multiversix et sur Arbitrum et sur Optimism, et donc que c'est quelque chose qui est comparable, c'est une aberration. C'est-à-dire que même si tu as le même nombre de transactions, tu vas me faire croire que tout est vrai. Enfin, je vois personne parler de Multiversix dans ma tête, à part 2-3 Français, et je vois la terre entière parler d'Arbitrum et d'Optimism, et t'essayes de mettre ces deux projets
au même niveau pour dire que Elrond est largement sous-valorisé et devrait être à la valo de ces projets-là. Mais c'est n'importe quoi. En fait, se pose la question de est-ce qu'on parle de où on fait des profits, là où il y a on va dire un consensus social où les gens en parlent, ou est-ce qu'on parle aussi d'expérience utilisateur? Parce que ce qui revient, et c'est vrai, c'est que tu vois Ethereum, niveau staking, tu as du slashing, il paraît que le proof of stake de Cardano est vraiment bon. Donc eux, il n'y a pas de slashing, c'est assez facile de lancer un node, tu vois, avec très peu de jetons, de participer à la décentralisation. Il paraît aussi qu'en termes de sécurité, c'est mieux parce que c'est pas j'approuve un truc et je me fais siffler les fonds, ça demande vérification, tu vois. Mais c'est des trucs qui sont intéressants. Se pose toujours la question, si c'est si intéressant, pourquoi moi, je critique pas Multiversix en tant que tel, dans le sens où je l'ai utilisé récemment, ça a fonctionné, j'ai pas eu de soucis, l'expérience était bonne pour moi. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, quand tu compares ton projet à Cardano, c'est que frérot, t'es down bad, mais bad, et que derrière, t'essayes de faire croire que Multiversix c'est à la même taille en termes d'activité que les top chaînes, enfin, faut arrêter de mentir, tu vois, enfin. Je pense que voilà, la matière grise de certains pourrait être beaucoup mieux exploitée sur d'autres sujets, quoi. Donc, c'est juste que ça me semble totalement irrationnel. Enfin, on est dans une secte, on est dans un truc, c'est une maladie, frérot. Je sais pas, enfin, faut voir la réalité en face. Genre, les gros instits, les gros VC, les gros fonds, les plus gros utilisateurs, les plus grosses dApps, tout se lance sur les chaînes dont ils parlent et auxquelles ils se comparent. Et sur Multiversix, t'as rien. Genre, ça veut dire que soit ces données sont fausses, soit je sais pas, mais. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais il y a toujours eu ça dans ce marché, tu vois, des gens qui ont choisi de s'exposer à plus à un écosystème qu'à un autre. Puis au final, ça bouge sur les autres et ils te disent oui, mais chez nous, il y a machin. C'est de bonne guerre. Tu vois. Mais faut être réaliste en fait. Tu peux avoir de la conviction, mais il faut pas se mentir à soi-même. Tu vois. Tu peux être en mode, ok, Multiversix, c'est de la frappe. Je pense que ça va être mieux valorisé, mais il faut arrêter de mentir dans les comparaisons. Enfin, ou en tout cas, faut avoir des comparaisons qui sont davantage objectives. Moi, il n'y a aucun souci à avoir de la conviction sur une chaîne parce que tu la trouves bien, parce que tu as une bonne expérience, etc. Enfin, il y a plein de projets qui sont probablement sous-valorisés et c'est très bien qu'il y ait des gens qui les soutiennent et qui peut-être identifient cette sous-valorisation ou cet arbitrage qu'il peut y avoir, etc. Mais au bout d'un moment, frérot, genre, moi, je connais personne autour de moi qui utilise Multiversix à part s'il est forcé de le faire. Alors, Après, ouais, c'est comme une francophone, Multiversix. C'est vrai qu'il y a peu de jetons, finalement. Il y a peu d'activités. Mais c'est pas méchant, hein. Je crache pas sur Multiversix en tant que tel. Je suis juste en désaccord profond sur les gens dans cette communauté-là qui se voient la face en comparant Multiversix à des choses beaucoup plus grosses et qui font passer du coup Multiversix pour un équivalent en termes d'activité. Autre chose, les gars, il faut savoir que nous, on est vraiment des shitcoiners de l'extrême assumés. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien, d'un point de vue idéologique, adorer Bitcoin, adorer Ethereum, en connaître les propriétés, savoir qu'il en faut, savoir les protéger, etc. Et dans le même temps, on aime aussi quand c'est le bordel, faut dire, tu vois. Cycle précédent, c'était les forks de Bitcoin, les jetons en masternode et compagnie. Après, on a vu plein de layer 1 différents, plein de meme coins, plein de copycat de trucs DeFi. Mais au moins, il y a de l'activité, tu vois. Il y a des incentives à ce que ça bouge et que les gens s'intéressent. Aujourd'hui, c'est des airdrops. Les airdrops, c'est sur quoi? C'est sur Ether, Cosmos, Solana. C'est pas ailleurs. Il y a un peu Polkadot, on va me dire, un peu machin. Mais tu vois, c'est à un moment donné, tu peux dire oui, mais ils font pas de marketing parce qu'ils sont pas là pour essayer de faire du court terme, machin. Mais non, mais il faut du marketing. Enfin, moi, je suis dans la team, il faut du marketing, il faut savoir donner envie de venir chez toi. Sinon, tu peux avoir la meilleure technologie du monde, bah, tu pars à la cave. Et la preuve avec Solana, tu vois, ils sont à plusieurs standards de jetons. Sur Ethereum, il y a un nombre incalculable de standards de jetons et ça crée de l'innovation. J'ai juste fait quelques ajustements sur le son de mon micro. Est-ce que vous m'entendez beaucoup plus fort que Capet? C'est moins fort. Bien moins fort. Et là, c'est mieux? Là, c'est mieux. Ok, vous me dites. Yes, c'est juste que tu as boosté le gain, donc c'était mieux avant parce que du coup, tu as un bruit de fond que tu as quand tu parles pas. Ah, ok. Alors qu'avant, c'était très bien à mon sens. Hein, mais... Là c'est mieux? Attends. Tu as tourné un bouton sur ta carte son là, non? Juste avant. C'est ça. Si tu boostes, c'est mieux, ouais. Ok. Attends, c'est pas assez fort, mais reviens comme avant, hein, à mon sens. Parce que si tu boostes la carte son, tu as du gain. Et... Ouais, là, c'est mieux. Allô. Ouais, bon, laisse comme ça, sinon on va s'en sortir, on verra tout à l'heure. Je suis étonné qu'aucun FR ne parle de Stacks. Bah nous, on a fait une analyse fondamentale sur Stacks. Et notamment, il va y avoir la mise à jour du protocole sous peu, avec potentiellement de la DeFi. Alors, il y a énormément de layers de Bitcoin qui arrivent dans l'écosystème. Tout se ressemble. Tout est basé sur BitVM quasiment, où c'est un mélange de ZK, d'Optimistic Rollup, où il y en a, ils vont se dire plus modulaire que d'autres, avec des partenariats avec Celestia, etc. Mais à la fin,
qu'est-ce qui va primer? Ça va être l'expérience utilisateur. Ce qui a primé, c'est l'expérience utilisateur, les jetons tout simplement. Ouais, bon, j'espère que le son ira en tout cas, les potes. J'ai peut-être augmenté un petit peu plus sur Restream, j'espère que ça... Je suis vraiment beaucoup moins fort, je suis désolé pour la gêne occasionnée, les potes. Mais moi, je peux reculer mon mic aussi, hein. C'est possible ça. Non, bah... Moi, je t'entends bien, hein. Mais c'est peut-être que moi, je vous casse les oreilles aussi avec mon mic là. Ok. Ça dit c'est parfait, arrête. Ok, bon, nickel. Parfait. Non, mais je voulais éviter un souci parce que si on fait toute l'émission qu'il y a un problème pour YouTube et même pour vous, c'est désagréable. Du coup, tu veux attaquer par quoi? AT, Fonda, Actu on peut faire l'AT si tu veux pour commencer et parler après des d'experts si tu veux. Ouais. Alors attends, donne-moi un instant. Je vais partager mon écran. On change un peu. Voilà, on fera le Fonda et Actu après, vous inquiétez pas. On change un petit peu. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais enlever le QR code. Parfait. Voilà. Ok, je vais juste reprendre mes notes rapidement. Hop. Ok. Du coup, on se retrouve pour la partie technique de cette masterclass. Du coup, content de t'avoir capé pour cette partie technique. Et n'hésite pas aussi à compléter, par exemple, sur la partie altcoin, etc. Il n'y a vraiment aucun souci. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Du coup, où est-ce qu'on en est sur le marché? Je ne vais pas vous mentir. En réalité, c'est pas passé grand-chose depuis ces 4-5 derniers jours, ou même depuis la dernière masterclass. Qu'est-ce qu'on voit sur BTC pour l'instant? C'est que globalement, tous mes niveaux sont en train de tenir. Je vous disais que moi, les différents scénarios qui m'intéressaient, c'était de faire un higher low par rapport à ce low ici, de défendre ce niveau en jaune. Pour le coup, comme je vous l'avais dit, on l'a défendu, mais on m'a SL au bottom, ce qui est magnifique. Et donc je me disais, soit ce niveau-là va tenir et derrière on se dirige vers de nouveaux highs, soit ce niveau ne tient pas et à ce moment-là, si on passe en dessous, dans le cas où on récupère ce niveau bleu, après avoir chassé sous ce lot, j'aimerais me positionner à l'achat, ce qu'on n'a pas eu pour l'instant. Soit si on passe sous ce niveau bleu et qu'on n'arrive pas à le récupérer tout de suite, à ce moment-là, je viserais les 52 000 $ environ. Pour le coup, on n'a pas eu ça pour le moment, mais c'est plutôt positif dans le sens où en fait, le support le plus proche et le plus intéressant à très court terme a été tenu. Et cette semaine, on est sur le point d'avoir la clôture la plus haute jamais vue sur BTC. Concrètement, ce serait la clôture hebdomadaire la plus haute jamais vue sur BTC. Donc je pense qu'il n'y a pas mort d'homme, je pense que tout va bien, qu'on n'a pas de signaux, encore une fois, qui m'amènent à énormément de prudence ou de vigilance, etc. Pour l'instant, tous les supports sont achetés, toutes les résistances sont cassées. J'ai pas regardé d'un point de vue ETF, donc je vais regarder d'un point de vue ETF ce qui s'est passé. Globalement, on a toujours de l'inflow. On a de l'inflow cette fois-ci qui vient de 21 shares, chose qui n'était pas forcément ultra commun par le passé, tu vois, c'est la partie ici en orange-jaune. Et on voit que le net flow repasse en positif après quelques jours en négatif où on avait moins d'argent et moins de flux entrant. Scroll un poil vers le bas pour qu'on voit bien. Ouais, excuse-moi. Pas de souci. Voilà. Donc le net flow, c'est ici, c'est barre en noir, donc ça fait la différence entre les flux entrants et les flux sortants. Les flux sortants étant uniquement globalement Grayscale parce qu'il n'y a personne qui sort de l'argent des ETF Grayscale, Franklin, Templeton, Valkyrie, Vanek, etc. D'ailleurs, je vais faire une interview de l'expert et du responsable crypto de Vanek. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Incroyable. Mais du coup, voilà, pour l'instant, toujours de l'inflow. On reprend de l'inflow comparé aux semaines précédentes où on avait vraiment beaucoup d'outflow de la part de Grayscale qui faisait mal et pas assez d'inflow. Donc, on repasse dans le positif et cette pression acheteuse, on la voit directement sur le graphique. Donc, pour l'instant, franchement, rien à dire. Tout est toujours bullish. On tient les supports, on casse les résistances, on est plus ou moins découvert de prix ou pas loin, clôture la plus haute. D'un point de vue EMA 9, 13, 18, que j'affectionne particulièrement pour avoir un biais sur le marché. Donc ici en weekly, on voit qu'elles sont toujours croisées à la hausse, que la seule fois où on s'en est approché très rapidement, ça a été systématiquement racheté, et que historiquement, sur les précédents cycles, être bullish tant que les EMA 9, 13, 18 étaient haussières, était plutôt une bonne décision. C'était le cas sur tout le run de 2016 jusqu'au top de 2017. Ça a été le cas sur tout le run de 2020 jusqu'au top de 2021-2022. Et là, pour le coup, on est encore dans un cas où on est dans un marché qui est hyper tendanciel, en phase d'expansion, et où tous nos biais sont bullish et il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Si on commence à voir les EMA 9, 13, 18 ici en weekly croisés à la baisse et un prix qui commence à passer en dessous, à ce moment-là, ça m'inquiéterait. Et c'est ce qu'on avait eu historiquement ici après ce run, donc autour des 50 000 $. C'est ce qu'on avait eu ici après le top ici, ou même ici. Donc en général, quand on les croise à la baisse, c'est pas pour genre juste un petit retracement, c'est pour vraiment un gros retracement. Mais tant qu'on les tient, tant qu'on est au-dessus et qu'on les utilise comme support, on a tendance à pousser beaucoup plus haut, surtout que quand en général BTC part, en fait il a du momentum et il le garde en fait dans la durée.
Donc rien d'inquiétant du côté de BTC. Peut-être regarder du côté de la capitalisation du marché crypto. Pour le coup, ça pour moi c'est assez fou. Donc sur le graphique de la capitalisation totale du marché crypto en excluant les stablecoins, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on avait la dernière résistance à mes yeux graphiquement ici, autour des 2,3 trillions, donc des 2300 milliards. Et donc on voit que ce niveau ici nous avait retenu à multiples reprises, ensuite qu'on avait essayé de le flip en tant que support, et ensuite qu'on était passé en dessous et qu'on l'avait réutilisé en tant que résistance. Donc c'est vraiment un niveau qui est très très clean graphiquement. Et là on voit que en fait on est passé au-dessus, et surtout que on a méché en dessous mais qu'on n'a jamais clôturé en dessous en fait. Donc pour l'instant on semble tenir une clôture au-dessus de ce niveau rouge après avoir bien méché en dessous et avoir en fait quelque chose de racheté très violemment. Donc pour moi up only sincèrement sur le marché crypto je vois quelque chose de très inquiétant. Pour moi, tant qu'on tient ce niveau rouge, c'est direction nouvelle ATH sur la capitalisation des cryptos. Si on commence à passer en dessous après toute cette hausse, là, personnellement, je pourrais m'inquiéter, surtout qu'on est proche du dernier top, donc ce serait une belle occasion pour les vendeurs pour défendre. Mais sincèrement, voilà, pour moi, tant qu'on tient ce niveau rouge, qu'on a les EMA 9, 13, 18 avec nous, que les supports tiennent et que les résistances sont cassées, enfin, c'est basique, mais franchement, il n'y a rien d'inquiétant. Donc, market cap des cryptos bullish tant qu'on tient ce niveau rouge ici, en weekly. Et personnellement, je vise encore une fois un nouvel ATH sur la capitalisation totale des cryptos. On peut regarder peut-être Ethereum. Donc, où est-ce qu'on en est sur Ethereum? Sur Ethereum, on a retesté les EMA 9, 13, 18 en weekly. Donc, qui historiquement, comme j'expliquais, nous servent de support en tendance haussière et sont rachetés. Donc, ces retests sont rachetés. Donc, on a eu ce rachat. On a retesté les 38% de retracement de toute la hausse. On avait deux niveaux qui étaient clés en hebdo, à savoir celui-ci, ici, et celui-ci. Au final, on clôture au-dessus du premier et on va chercher le deuxième. Donc, pour l'instant, cette grosse zone ici tient en tant que support. Et pour moi, en fait, sur Ethereum, encore une fois, rien de très inquiétant. Alors, évidemment, moins de force que sur BTC, par exemple. Mais je pense que, voilà, Ethereum est moins fort. Mais du coup, l'upside est pour moi assez important. Dans le sens où, en fait, on est encore loin d'un ATH. Loin de partir en découverte de prix. On entend ton clavier si jamais. Et du côté des ETF, en fait, on n'a toujours pas d'ETF qui sont approuvés sur Ethereum. Donc là, si jamais on avait des ETF qui étaient approuvés sur Ethereum pour une raison X, Y, ça pourrait vraiment partir en cacahuète. Et moi, je sais pas en tout cas s'ils seront approuvés, mais graphiquement, ça me donne envie d'acheter. Graphiquement, je pense qu'il y a pas mal d'upside et encore plus d'upside que sur BTC à choper. Et je pense qu'on peut être agréablement surpris si jamais il y a un ETF Ethereum qui est validé d'une manière ou d'une autre. Sachant que en plus de ça, Larry Fink a dit quoi? Il a dit Ethereum peut être une security et avoir un ETF. C'est ce qu'il expliquait. Il expliquait que même si Ethereum n'était pas une commodity comme Bitcoin, ça poserait pas de problème pour un ETF. Par contre, si c'est considéré comme une security, là c'est un vrai problème dans le sens où, en fait, techniquement, pour offrir du trading sur une securities, en fait, tu as besoin d'être faut une licence spéciale. Qui a une licence spéciale, notamment aux États-Unis. Ce qui changerait beaucoup de choses parce que concrètement, ça voudrait dire que tous les exchanges majeurs devraient avoir cette licence pour permettre d'offrir du trading, en tout cas aux Américains, sur Ethereum. Et donc, les DEX qui proposent des interfaces qui, elles, sont des interfaces sur des sites web 2, centralisés, etc., auront des comptes à rendre aussi. Ce serait une catastrophe, qu'on se le dise. Oui, ça peut être vraiment très problématique. Mais on n'en est pas là. Et on a notre cher Larry Fink qui a fait une demande de TF Spot sur Ethereum il y a un petit moment. De nouveaux acteurs aussi qui font leur demande. Et historiquement, BlackRock s'est fait refuser une demande de TF Spot une seule fois. Une ou deux fois, je crois. Sur des centaines de fois. Donc, voilà, personnellement, moi, je prends le pari que cette ETF sera acceptée. La question, c'est quand? Parce que ça peut être repoussé indéfiniment. Et du coup, le truc, c'est que si plus en fait les ETF sont repoussés sur Ethereum tout en ayant un BTC qui est bullish, plus ça nous donne de l'upside, plus ça nous donne du temps en fait pour nous positionner et catch cet upside là. Parce que c'est-à-dire que si tu as un BTC qui est bullish, qui est vraiment bullish, et qui continue à partir en découverte de prix, je vois pas Ethereum rester où il est, parce que en dehors des ETF, c'est quand même un asset que tu as envie d'acheter, qui est intéressant d'un point de vue investissement à mes yeux. Et du coup, si on delay un peu ça nous donne peut-être plus de temps, et surtout, dans le cas où ce sera accepté un jour, on aurait une accélération qui serait assez forte, et je pense que ce serait probablement le moment où Ethereum surperformerait BTC de manière assez violente, quoi. Donc, on n'y est pas du tout, mais actuellement, Ethereum, c'est la crypto que j'essaye d'acheter le plus. J'en achète tous les jours. Dès que je peux en acheter, j'en achète. Parce que, à mon humble avis, je pense que
c'est le x2 ou le x3 le plus offert sur le marché actuellement. En tout cas, tu vois, tu peux faire des x2, x3, x4 sur plein de jetons, tu vois, tu peux en vrai techniquement sur BTC, tu peux sur BNB, tu peux sur Solana, etc. Mais la conviction que j'ai sur Ethereum, elle est assez forte. Après, évidemment, je me permets de le faire parce que j'ai un beau portfolio et que... voilà, mais je pense qu'on peut avoir une petite folie qui pourrait arriver sur Ethereum. Donc j'essaye de me positionner et j'essaye d'en acheter le plus possible. Sur Ethereum, concrètement, si on casse cette zone rouge ici, pour moi, on n'a rien graphiquement en termes de résistance au-dessus. Pour moi, la dernière résistance, elle est ici. Entre ici et ici, on n'a pas grand-chose. On a peut-être un niveau ici, mais est-ce que si on est à 4600, on va se retenir des 4900? Bon, j'y crois pas trop. Donc moi, tant qu'on fait pas un nouvel ATH sur Ether, j'en achète le plus possible. Et idéalement dans cette zone ici. Et voilà, donc bullish sur Ether. Si on casse cette zone rouge ici, je pense qu'on irait accélérer et faire un nouvel ATH. Tant que c'est pas le cas, je pense qu'on se dirige vers une consolidation, une compression, un truc comme ça. Un premier point assez négatif, c'est si jamais on était amené à perdre ce niveau ici des 3000 $. Pour moi, on peut perdre ce niveau, mais on doit le récupérer très rapidement. Si on commence à le perdre et avoir de l'acceptation sous ce niveau-là, ça commence à faire chier, honnêtement. Mais pour l'instant, j'ai du mal à l'imaginer, vu la gueule de BTC et du reste du marché. Donc voilà pour Ethereum. Du côté de Solana, bah écoute, on tient bien. Que dire? Pour moi, la dernière résistance majeure en weekly, c'était ce niveau rouge assez épais. On a vu qu'on avait une résistance intermédiaire ici en weekly que j'avais peut-être sous-estimée, mais pour moi, c'est pas la plus majeure. Et quand on se met en logarithmique, est-ce que tu as vraiment l'impression qu'on n'ira pas faire un nouvel ATH? Je doute qu'on n'aille pas faire un ATH sur Solana. Moi, surtout que Solana, je te dis honnêtement, hein, tu vois, Ether, si tu prends le cycle précédent, qu'est-ce qui a fait qu'Ether vraiment s'est accéléré des 2000 à 4000? Ça a été les NFT. Ça a été vraiment la folie des NFT, principalement en plus de tout le merdier habituel. Aujourd'hui, toute la bêtise, enfin, pas la bêtise, mais ce marché adore faire des folies. Aujourd'hui, les folies, elles se passent sur Sol. Et tout le monde a besoin de Solana pour faire des transactions sur Solana et pour trader en fait sur Solana. Donc, bon, après, évidemment, tu peux utiliser l'USDC, mais dans tout cas, tu as des frais de transaction en Solana, même si c'est petit. Oui. Donc, bref, moi, je pense que Solana a le vent en poupe. Je pense qu'on ira bien plus haut. Je suis toujours bullish sur Solana. Pour moi, il y avait deux zones qui étaient intéressantes. Cette zone ici en jaune autour du niveau rouge. Pour moi, c'était un niveau weekly. Donc, je vous expliquais, c'est la dernière résistance majeure à mes yeux. Pour le coup, on a retesté ce niveau-là. Et on a directement rebondi dessus. Donc on casse les résistances et on les réutilise en tant que support. Donc pour moi, tant qu'on perd pas ce niveau, tout va bien. Si on est amené à perdre ce niveau, avoir de l'acceptation en dessous, je pense que la target logique, c'est entre les 130 et les 140. Et à ce moment-là, ce serait une target qui est pour moi logique dans le sens où ce serait la reload zone acheteuse. Donc 61 à 78% de retracement de toute la hausse récente après cette consolidation. Donc bullish sur Solana tant qu'on perd pas ce niveau rouge. Tant qu'on perd pas ce niveau rouge, je pense qu'on va se diriger très rapidement vers un nouvel ATH. On peut se permettre de consolider, etc. Mais pour moi, tant qu'on tient ce niveau-là, tout va bien. Et si on regarde d'ailleurs, ce niveau-là, au-delà d'être un niveau horizontal assez important en weekly, comme je vous le montrais juste avant, c'était les 38% de retracement de la hausse récente. Donc si je trace mon Fibo, 38, hop, les 38, ils étaient où? Donc très très cool. Et donc moi, j'ai toujours mes Solana. J'ai TP un petit peu de Solana, genre environ 10-15% de mon bac pour acheter de l'Ethereum. Mais je suis toujours très bull sur Solana et je pense que Solana va continuer à surperformer Ethereum pour l'instant. Voilà, sur Solana, je suis quoi? Je suis en x10. Et je suis pas assez exposé à Ethereum à mes yeux. Et donc voilà. Après, ce qui est aussi intéressant et peut-être illogique dans une certaine mesure, alors moi je me positionne aussi davantage sur Ethereum parce que peut-être aussi envie de réduire mon risque d'une certaine manière dans mon exposition au marché. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que si jamais Ethereum a un ETF approuvé sur la partie spot, je pense qu'un des plus gros gagnants ce sera aussi Solana parce que ce sera le prochain potentiel, le successeur logique en termes d'approbation d'ETF. Donc dans tout le cas, je suis bull sur Solana. Je garde la majorité de mon bag et je vais le laisser tourner comme ça. Je voulais faire une petite excursion du côté de l'order flow. Donc qu'est-ce qui se passe d'un point de vue dérivé, etc. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est que voilà, si on regarde sur VeloData, ici on a les funding. Donc les funding, comme je vous explique, c'est des frais qui sont facturés à intervalles réguliers, soit aux vendeurs, soit aux acheteurs sur les dérivés. Ce frais-là est déterminé par la différence entre le prix spot et le prix des dérivés. L'objectif étant que si les dérivés ont des prix largement au-dessus du prix spot, donc de l'actif sous-jacent qui est tradé, ben on va faire payer assez cher les acheteurs sur les dérivés pour les inviter à vendre et rapprocher le prix des dérivés au prix spot. Et inversement, si le prix des dérivés est trop en dessous du prix spot, à ce moment-là, les vendeurs
donc les shorts sur les dérivés, vont devoir payer des frais assez importants. Donc ça, c'est assez important à noter et à comprendre. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que jusqu'à maintenant, on était revenu sur des fundings qui étaient neutres, donc autour de 15 à 20% annualisés, donc c'est tout à fait normal. Et là, cette dernière semaine, en tout cas ces derniers jours, on se rend compte que on commence à avoir des fundings qui redeviennent assez élevés sur les plus grosses caps. Donc ici, on regarde les large caps. Je pense que si on regarde d'un point de vue top volume, c'est aussi en train d'accélérer. Encore une fois, on peut avoir des fundings qui sont assez élevés et pendant une bonne période de temps, parce que en soi, si tu trades un actif où tu payes 50% de frais annualisés en tant qu'acheteur sur les dérivés, mais que en 1 ou 2 semaines, il peut prendre 20-30%, tu t'en fous, quoi. Parce que si tu as 50% annualisé, ça veut dire que tu vas payer quoi, 3-4% de frais par mois en tenant ta position. Or, peut-être en la tenant 2 semaines, tu peux faire 30 à 40% de perf. Donc, c'est pas très grave. Par contre, comme on commence à avoir des fundings annualisés autour des 100%, 150%, là, ça commence à être abusé. Mais du côté order flow, ça se réveille, mais c'est pas non plus foufou. En tout cas, les acheteurs sont pas non plus méga agressifs. Par contre, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que sur les dérivés, notamment sur Ethereum, donc voilà, comme je l'expliquais, les fundings ont réaugmenté. Donc ici c'est tout simplement le funding annualisé. Donc on est à 64% de funding annualisé sur Ethereum. Mais surtout, on voit que sur Ethereum, l'open interest a explosé. Et on est sur un open interest qui est plus haut que lorsqu'on était là, alors qu'on est ici. Et du côté, donc ça c'est l'open interest, du côté du funding, ça augmente. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'acheteurs agressifs et qu'ils soient bien plus agressifs sur Ether que sur BTC. Donc est-ce qu'ils savent quelque chose? Est-ce qu'ils sont juste des gènes et qui s'exposent trop violemment? Je vous laisserai choisir. Pour moi, c'est rien de flippant non plus, hein. Mais voilà, je pense que c'est important de le noter. En comparaison, sur Bitcoin, on n'a pas fait de higher high, donc on n'a pas fait de nouveau sommet sur le point interest, et le funding a augmenté, mais pas aussi fortement que sur Ether. Et sur Solana, voilà, le funding a augmenté, mais ça reste raisonnable, et le point interest n'a toujours pas fait de higher high. Par contre, sur Doge, on voit que ça s'excite beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à se positionner sur Doge, ce qui ne m'étonne pas. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie order flow, c'était pour la partie graphique sur BTC, Ethereum, Solana. Je vais peut-être faire une excursion sur les alts, donc sur les altcoins. Excusez-moi, hop. Sur les altcoins, pour moi, on est toujours assez loin comparé à BTC, c'est-à-dire qu'on est encore en quasiment x2. Genre plus 80% pour faire un nouvel atterrage. Donc pour moi les alt lag, avec du recul je suis quand même assez content d'avoir identifié que ici c'était probablement le bon moment de s'exposer sur les altcoins. Je sais pas si tu t'en souviens, mais voilà. Excuse-moi, j'étais en train de regarder si j'étais mute ou pas. Ce que je disais, c'est qu'on a quand même flip bull autour d'ici sur les altcoins, hein, en valo, en dollars. Donc plutôt cool. Pour moi, sur les altcoins, il y a encore beaucoup d'upside à choper. Et ce que j'aimerais mentionner, pour moi, ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, sur les alts, on est très loin d'une euphorie. Pour plusieurs raisons. Et pourquoi ça pourrait accélérer? Alors, ça pourrait accélérer avec une euphorie, par exemple, sur Ethereum. Mais pourquoi on voit qu'il n'y a pas d'euphorie? C'est que là, ici, par exemple, c'est la capitalisation des altcoins divisée par BTC. Est-ce que vous avez l'impression que les altcoins surperfent très largement BTC et que beaucoup d'argent va dans les alts? Actuellement, j'en ai pas la sensation. De même, sur la dominance de BTC, en excluant les stablecoins, on est en train de consolider, mais on n'est pas sur une baisse qui est drastique, tu vois. On est sur une sorte de compression de la volatilité sur la dominance. Donc on n'a pas énormément de flux qui sortent de BTC et qui vont dans les alts. Donc pour moi, on est encore loin d'une euphorie sur les altcoins. On est sur un début de surperformance qui est assez sympa. Je pense qu'il y a de bonnes chances que ça, ce soit le bottom en paire BTC sur la question des alts. Autre point qui me semble assez important de mentionner, qui pour moi montre qu'on n'est pas encore en méga euphorie sur les alts et qu'on a encore beaucoup d'upside, c'est les stablecoins. Si tu regardes sur les stablecoins, on n'est toujours pas sur les plus hauts historiques. Donc il y a des stablecoins qui sont imprimés et qui rentrent dans le marché. Donc de l'argent qui rentre dans le marché pour s'exposer au marché crypto, ça peut être aussi via BTC, hein, pas que pour les alts, mais on voit qu'on n'est pas non plus sur des records historiques, que c'est pas non plus la folie, donc ça me rassure. Et un autre point qui me rassure, c'est les levées de fonds. Donc ici, ce que vous regardez, c'est un graphique qui vous montre les sommes mensuelles investies par les VC, donc les Venture Capitalists, donc en gros, c'est les fonds d'investissement pour financer des boîtes qui derrière créent et lancent des jetons, donc des altcoins, et on voit qu'on est seulement à 1 milliard ce mois-ci.
lorsqu'on s'est excité en 2021 et qu'on a commencé à partir en mode super parabolique de partout et qu'on a eu l'altcoin season, on a fait un top à 7 milliards d'investis par mois. Et en moyenne, on était autour de 3 milliards de dollars investis du côté VC par mois lorsqu'on était proche du top. Donc on est encore loin de cette effervescence. Est-ce que c'est parce que l'argent coûte encore assez cher avec les taux d'intérêt, les taux directeurs, etc. Potentiellement, mais voilà, on n'a pas encore une effervescence du côté des VC, ça ne devient pas encore totalement débile. Les alts n'ont toujours pas fait d'ATH pour la plupart. L'argent ne sort pas de Bitcoin, donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'upside à aller chercher sur les altcoins. Après, la question, c'est est-ce que vous allez être assez patient? Est-ce que Bitcoin ne va pas largement surperformer pendant des mois ou des semaines, etc. Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, s'exposer... Bah, en fait, voilà, je m'étais tracé ça. Lorsqu'on était ici. Donc le 22 janvier, j'avais tracé ce petit trait, ce petit scénario auquel je pensais. Et je pense qu'il est toujours envisageable, dans le sens où, historiquement, autour de l'halving, on a un début de baisse de la dominance BTC. Parce que tu as beaucoup de fonds qui rentrent dans BTC en prévision du halving, en prévision d'une appréciation de la valeur. Et une fois que le halving est passé, il y a toujours de l'upside sur BTC. Mais il y a peut-être moins d'upside. Et c'est là où, justement, tu as beaucoup d'investisseurs qui vont prendre davantage de risques sur les altcoins. Et c'est surtout le moment, en général, où tu as un prix de BTC qui monte tellement que les médias commencent à en parler, que tu as beaucoup de nouveaux entrants qui, eux, se disent pourquoi je vais acheter un jeton à 70 000 $ alors que je peux acheter un jeton à 1 millième. Et j'ai une prophétie pour toi. Il faut savoir, on va en parler après dans l'actualité, mais au moment du halving BTC, qui est vers le 20 avril, je crois, quelque chose comme ça, tu vas avoir la sortie de Rune, qui est un protocole, qui est une amélioration d'Ordinals, qui va coûter beaucoup moins cher, et on peut s'attendre à avoir beaucoup d'activités sur des layers de Bitcoin, et peut-être qu'en fait, ce ne sera pas sur Sol et pas sur Ether qu'on va avoir du dégène, mais sur Bitcoin. Bah t'as les ordinals, etc. Tu vois, les ordinals, moi je regarde Ordi, graphiquement, bon, on vient de loin, hein, mais ça m'étonnerait pas de revoir une hype sur Ordi ou ces trucs-là, mais... Je pense que dans tous les cas, ça n'empêchera pas les alts de performer, ça n'empêchera pas les meme coins d'exploser encore plus, etc. Le seul bémol à par rapport à ma stratégie, ou en tout cas mon scénario sur la dominance de Bitcoin, donc le fait qu'il y ait potentiellement de l'argent qui sort de Bitcoin pour rentrer dans les altcoins, ou en tout cas davantage d'argent qui rentre dans les altcoins, c'est que en fait sur les ETF actuellement il n'y a pas de porte de sortie pour les instituts. C'est-à-dire que bon, après je pense pas que les instituts ont vocation à genre acheter du BTC, le revendre dans 2 mois pour acheter de l'Ether et des altcoins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même s'ils voulaient le faire, ils pourraient pas vraiment le faire parce qu'il n'y a pas d'ETF Ethereum, il n'y a pas d'ETF sur les altcoins, etc. Donc en soi, est-ce que genre la dominance Bitcoin, alors la dominance Bitcoin peut baisser, on est d'accord, et c'est ce que moi je vise, mais est-ce qu'elle aurait pas une sorte de pression acheteuse constante avec les ETF où en fait c'est de l'argent qui est verrouillé dans Bitcoin et qui est pas prêt d'en sortir? C'est-à-dire que tu pourrais toujours avoir une baisse de la dominance, mais est-ce qu'elle serait pas plus faible et moins violente que par le passé? Je sais pas. Tu sais que j'ai un pote qui travaille en cybersécurité en Suisse qui m'envoie un message, il me dit gros, mon fonds de pension pour ma retraite m'a envoyé un message parce qu'ils vont placer des billes dans l'ETF iShare de BlackRock sur Bitcoin. J'ai pété un plomb, gros. Frérot, on a fait 3 cycles pour vivre ça, hein. Bah ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Les boomers qui rachètent nos coins. C'est la folie. Que dire. Bon, après, philosophiquement et d'un point de vue supply, circulation, etc., du supply, c'est un autre sujet. Je pense qu'en tant que spéculateur, on est heureux. Je sais pas si les bitcoins maximalistes sont très heureux. Mais après, il faut être réaliste. Bitcoin, n'importe qui peut se l'approprier. Exactement, ça appartient à tout le monde. Hein. C'est ça, c'est un bien commun. Donc, on peut pas empêcher d'avoir des gens qui essayent d'en acquérir ou les forcer à les utiliser ou quoi que ce soit, à part si tu as un changement dans le code, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, je pense qu'il y a une pression acheteuse long terme qui va s'installer sur la dominance Bitcoin, mais je pense pas que ça l'empêchera de baisser, d'avoir une rotation de capitaux vers les altcoins. Donc moi personnellement, même si c'est peut-être un truc mid-curve, je pense sincèrement que les alts ont toujours du retard et qu'il y a de beaux risk-reward sur les altcoins. J'en parlais avec des amis. Peut-être que ce que je vais dire, ça va très mal vieillir. Hein. Je ne lis pas l'avenir, mais je vous donne mon opinion, sincèrement. Est-ce que vous avez oublié ce que c'est une alt season? Est-ce que vous avez oublié qu'une alt season, plus 15, 20, 30% sur tous les jetons, tous les jours, pendant des semaines, peu importe le jeton? Ouais. Est-ce qu'on est à ce stade-là? Non, on a des poussées sur des narratives, mais c'est pas un constat global. J'ai l'impression que les gens oublient ce qui s'est passé, tu vois. Alors, peut-être que, évidemment, plus on grossit en termes de capitalisation, moins ce sera violent, mais on est toujours loin de ce genre de phénomène, en fait. Donc, pour les gens qui parlent de top, etc.,
peut-être qu'on aura un top, peut-être que c'est la fin du monde, mais sincèrement, je ne vois pas ça arriver actuellement. Pour moi, il y a encore beaucoup d'argent qui va rentrer dans BTC. De ce fait-là, beaucoup d'intérêt qui va être aussi autour du marché. Beaucoup d'argent qui va rentrer tôt ou tard sur les altcoins. Pense qu'il faut que vous preniez un certain recul en fait sur le graphique et sur tout ce qui se passe en fait. Je voulais aussi en parler sur les Google Trends. On n'est pas sur des niveaux faramineux. Alors sur Bitcoin, on commence à se réexciter. Hop, donc on va regarder sur de 2016 à maintenant. Je pense que c'est vraiment le plus pertinent. Donc on commence à avoir à nouveau de l'intérêt sur Bitcoin. Et sincèrement, ce serait fou de voir davantage d'intérêt sur Bitcoin cette année qu'en 2021. Parce qu'au final, ce qu'on voit, c'est qu'on est quand même sur une tendance baissière de fond. Enfin, je sais pas, enfin, on fait toujours des higher lows, mais on fait des lower highs. Enfin, c'est une sorte de compression, mais peu importe, on va pas faire de la TI sur ça. Mais on est encore, pour moi, loin d'une folie. Sur les cryptos, où est-ce qu'on en est? Sur les cryptos, on est encore très loin de l'intérêt qu'on avait en 2021. Et j'ai du mal à croire qu'on n'aura pas plus d'intérêt sur les cryptos et sur les altcoins sur ce cycle qu'en 2021. Donc je pense qu'on ira toujours plus haut. Et pour l'instant, on n'y est toujours pas. Si tu regardes sur Ethereum, on est très très loin sur Ethereum. Hein. On est très 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 loin. Sur altcoin, on en est où? Sur les altcoins, on en est aussi relativement loin. Le seul truc qui me fait peur, c'est ça. Non, mais après, alors, je vais venir. Pour ceux qui ne voient pas, c'est le terme de recherche. Le terme de recherche, ça, c'est Bull Run. C'est une recherche mondiale sur les 8 dernières années. Je vais tempérer avec le fait que, toujours, hein, là, on le voit, on a bien moins de viewers que les 2 émissions précédentes. C'est pas grave, c'est justement parce que c'est un peu plus calme. Ça consolide. On joue toujours aux billes avec les mêmes personnes. On n'a pas encore tous les petits. Allez, on va dire les termes. Les petits trous du cul qui se prennent pour des génies. Bull Run, c'est pas nécessairement que crypto. Peut-être Bull Run crypto. Bon, Bull Run crypto, on y est quand même. Bull Run crypto, c'est une folie. Mais ce qui nous manque, c'est les petits trous du cul qui se prennent pour des génies, qui nous font des tweets tous les jours pour nous dire moi, j'ai que 18 ans, j'ai que 20 ans, je gagne 3 fois le salaire de mon prof qui m'a chié dessus. Tu vois. Et ça, on en est loin. On n'a pas encore Squeezie qui nous reparle de crypto, ni de Gotaga, ni Intel, ni Bidule, ni truc. Donc, c'est qu'on a encore de la marge, tu vois. Beaucoup de marge. C'est vrai. Et l'année dernière, enfin le cycle précédent, on avait capturé beaucoup d'attention, notamment avec les NFT. Hein. Je sais pas si tu t'en souviens. Bien sûr. Je me demande même s'il n'y avait pas plus d'intérêt par le public mainstream autour des NFT que sur Bitcoin ou Ethereum. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'était vraiment un bon moyen pour pénétrer cette partie de la démographie, quoi. Absolument. Enfin, c'est pour ça. On a besoin de vent frais, on a besoin d'un truc qui marque les esprits, tu vois. Bull Run précédent, clairement, les Bored Apes, ça a fait grincer des dents v'là le monde. Alors, Eminem achète tel truc, bref. Quelqu'un qui dit c'est passé sur TF1, France 2, M6, C8, etc. Bah après, sincèrement, quand t'as peut-être 12 ou 15% des Français qui détiennent des cryptos, c'est peut-être un sujet qui concerne genre plus de Français que d'autres sujets qui passent au JT. Genre. Enfin, tu vois, enfin, je sais pas. Est-ce que genre il y a plus de gens qui détiennent de la crypto que plus de gens qui travaillent dans l'agriculture ou qui s'y intéressent en France? Donc ça devient un sujet de société en fait. Donc pour moi c'est normal que ça passe plus souvent à la télé. Et n'oubliez pas, à la télé on commence seulement à en parler et on en a seulement entendu parler vers les ETF et récemment. Mais c'est pas non plus à tous les JT, etc. Donc je sais pas. Moi, je crois que la stat c'était 12% des Français. Je suis pas en train de renier l'agriculture ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous montrer un petit peu genre est-ce que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens en France ou qui les intéresse beaucoup ou pas. Et après il y a un autre truc aussi, hein. C'est que tu vois cycle précédent, dire 30 000 $, 40 000, 50 000, 60 000, c'était des paliers, ça faisait péter les plombs. Tu vois, là, on n'a pas le ah, mais lui, gros, c'est bon, sois respectueux, on n'est pas au PMU, là. Qu'est-ce que je disais? En gros, là, il nous faut un vrai Bitcoin passe la barre des 100 000, Ethereum passe la barre des 5 000 pour que là, ça frappe les esprits. Oui, je pense que ce sera vraiment le moment où ça accélérera. Ouais. C'est pour moi, ça va être le facteur qui fera qu'il y aura un déclic et que les nouveaux entrants arriveront sur les alts, etc. Probablement. Donc, mais encore une fois, peut-être que la comparaison était mauvaise de mon côté, mais c'est pour vous montrer que je pense qu'il y a... Genre, tu vois, par exemple, au JT de 20h, peut-être il y a des phases où on parle de développement, on parle de ci, de ça, de ça. Est-ce que le développement web, c'est pas un sujet qui intéresse moins les Français que la crypto? Si tu regardes en proportion de gens qui détiennent de la crypto, enfin, la crypto, aujourd'hui, c'est énorme. Genre, c'est normal que, d'un point de vue, genre, médias et société, ce soit un sujet qui intéresse et qui est relayé. Donc, franchement, je sais pas. Si on devait parler d'actualité, il y a énormément
Après, moi, ça m'intéresse, donc forcément, mais c'est beaucoup la politique, tu sais, les européennes, et puis le clivage gauche-droite, et l'Ukraine, et Israël-Palestine, tout ça, ou récemment l'attentat à Moscou. Et on n'est plus du tout dans les sujets pouvoir d'achat, investissement, gagner de l'argent, machin, tu vois. Alors pour moi, c'est presque la base, hein. C'est la base de pouvoir se mettre à l'abri, mettre ses proches à l'abri. Donc je sais pas trop. On nous parle vraiment beaucoup de politique, hein. Donc tout ça pour vous dire que pour moi, on n'est pas au top et qu'il y a encore de la marge sur ce marché-là. Après, ça reste mon opinion. Je peux avoir totalement tort. Et si j'ai tort, je perdrai de l'argent comme la plupart d'entre vous. Sur les autres choses que je voulais mentionner, donc on a eu de belles performances sur certains coins. Je pense notamment au WIF. que dire. Je vais juste regarder sur CoinGecko le WIF. Hop. Mec, what the fuck. Top 31. Voilà. 4 milliards de market cap, un peu plus. Il est sur Ether ou seul? Ouais, seul. Ok. Seul. Donc c'est tout simplement une folie. Bon voilà, pour ceux qui en ont et qui en profitent, tant mieux. Pour ceux qui en ont pas, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, mais je pense qu'acheter vertical comme ça, maintenant, c'est pas le truc à faire. Je pense qu'il y a de bien meilleures opportunités ailleurs. Et que ça représente beaucoup trop de risques pour moi. Après, il y aura toujours des gens qui achèteront vertical et qui arriveront à vendre plus haut. La question, c'est est-ce que vous avez une gestion du risque dans le cas où ça se passe mal? Enfin, si j'étais en mode je veux m'exposer au meme coin, je pense que c'est plus intéressant de s'exposer à Doge par exemple que à WIF à l'heure actuelle en termes d'espérance de gain, de risk reward, etc. Bon, après, je vous dis pas d'aller sur Doge, c'est pas l'objectif, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a des trucs qui n'ont pas encore pété ou pas autant pété que WIF qui peuvent bien plus péter. Donc, en tout cas, ça vous montre un peu l'euphorie. Doge aussi qui se réactive. Doge, moi, je suis rentré, vous le savez, je suis rentré bien et je suis rentré à un moment où voilà. Plus personne s'intéressait à Doge. J'avais déjà fait un tweet aussi sur mon plan, donc moi je respecte mon plan. Je suis rentré autour des 8 centimes, on est à 21, moi je target 34 centimes en première target, 47 centimes deuxième, et ensuite on y va pour le dollar, hein, mais un peu en dessous du dollar. Je sais pas si on ira. Je vous invite pas à en acheter. Moi, je me suis positionné à un prix qui est 3 fois inférieur au prix actuel. Donc, je suis pas là en mode achetez-en pour vous donner dessus, hein. Moi, j'ai mes targets, ça c'était partagé publiquement, mais voilà, je pense qu'on a encore pas mal d'upside à aller chercher sur Doge. Dans les coins qui ont bien performé aussi et qui m'ont pas mal surpris, on a eu Pendle, mec. Pendle. Qui part juste en ligne droite. RWA. Real World Asset, DeFi, etc. C'est ça. Donc, même Spectra, tu sais, anciennement Upwine, j'en ai pris un petit peu. Spectra, pareil, ça pousse trop fort. On a eu Pendle, on a eu aussi Solana, mais on a eu surtout Jupiter qui s'est bien réveillé. Et si tu regardes, qui est très corrélé à Solana. Un airdrop sympa, hein. Airdrop sympa. Surtout qu'en plus de ça, je crois que si vous stakez, etc., vous touchez une partie des launchpads qu'il va y avoir sur Jupiter. Et je pense que c'est un bon proxy pour Solana, en fait, pour ceux qui souhaitent s'y exposer. Après, bon, on a bien pumpé, on est sur des grosses valos. Sinon, on a quoi d'autre? On a le Toncoin, qui a aussi très bien performé, qui est juste parti en ligne droite. Bon, voilà, comme je vous l'explique, souvent moi je peux pas acheter vertical comme ça, à part si j'ai une consultation, un setup, etc. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, j'irai pas shorter ce truc là, c'est quand même Telegram derrière, ou plus ou moins. Moins, mais historiquement oui, mais aujourd'hui, bon, c'est un truc à part. Je suis en train de chercher à avoir quelqu'un de là-bas pour faire une interview. Donc je les ai contactés, j'ai eu des réponses, donc je vous dirai ce que ça donne. On a eu Stax aussi. Stax qui s'est plutôt bien démerdé, qui a fait encore un nouvel ATH cette semaine, qui a un bon... Je sais pas si c'est un bon proxy de Bitcoin, mais... Enfin, pas vraiment. C'est un L2 favori. L2 au sens sidechain, hein, les gars. Hein, pas roll-up, mais pour autant qui a su bien performer. Hein. Ouais, mais en tout cas, moi, Stax, je les garde et j'ai pas prévu de vendre. Personnellement, je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut. Ouais, moi, je pense qu'on peut aller au-dessus de 5 $ facile. Mais est-ce que c'est le moment pour en acheter? Certainement pas. Moi, j'en ai acheté à 1 $, voire en dessous. Donc voilà, et c'était call publiquement plusieurs fois. Et sinon, autre jeton, le goût du risque, mais ça a payé. Et c'est surtout que c'était pas le plus risqué non plus à mes yeux. C'est le GT. En gros, ce que je vous expliquais... le Gate. Bah ouais, KuCoin se prend le tarif et... Mais pas que ça, en fait. C'est-à-dire que tu as le BNB qui fait que pump, tu as eu les launchpads dessus, etc. Et
si tu regardais tous les jetons d'exchange, tout avait pété, sauf le gate. Et le gate qui était en reload zone, donc 61-78% de retracement de toute cette hausse qui était super violente. Donc cette zone-là qui est en bleu. Et donc moi, je me suis positionné ici, autour des 5,4 $. Et donc mes targets sont assez simples et assez folles. Donc 13 $, donc la TH plus ou moins, 19 et 24. Ok. MEXC, ils ont un jeton ou pas? C'est pas le... Non, je sais pas. C'est quoi le jeton d'MX, les gars? Peut-être que vous le savez. Attends, je vais chercher. 6 en ont. Hein. MX. Ah oui, MX. Ouais. Si tu regardes voilà. Tous les jetons d'exchange, ils ont pump. Tu regardes le OKX, le OKB, excuse-moi. T'as le mental de anciennement Bybit. OKB, KCS. Coin, il a appris parce que... Ouais, il a appris. BNB, je sais pas si j'ai déjà montré. Mais voilà, globalement, tous les jetons d'exchange ont bien pété. Le BGB aussi. Donc... de Bitgate. Oh là 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 là. Donc ouais. Donc c'est pour ça que moi j'ai vu le GT, donc le Gate Token Lag, et donc voilà, et j'en ai parlé dans mon Discord, et tout était transparent et partagé gratuitement sur mon Discord. Et donc voilà, et après qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu du côté IA pas mal de mouvements. On a vu la fusion de Ocean, Fett et Agix, donc je te laisserai peut-être en parler un peu après sur la partie Fonda et Actu. Donc ça, très intéressant. On a vu le Tao qui s'est mangé un gros FUD sur... Incompréhensible. Honnêtement... FUD à ce stade, je comprends pas. Je comprends pas. On a vu du FUD et honnêtement, moi j'en ai acheté un petit peu. Après, je pense sincèrement qu'on peut aller beaucoup plus bas, mais c'est juste que moi personnellement, je me sens sous-exposé à la narrative IA. Et je pense que si on regarde horizon 6-12 mois, je pense que le prix sera plus haut personnellement, c'est mon opinion personnelle. Et du coup, j'ai commencé à en acheter progressivement. C'est pas une énorme position pour moi. Et si on dump plus, je pense bien la renforcer. Je pense qu'aujourd'hui, Tao est quand même un indice assez intéressant sur le marché IA. Je pense que c'est un bon indicateur de la santé du marché IA. Avec et je ne pense pas qu'il va se faire détruire du jour au lendemain, donc à voir. Mais je trouve, voilà, c'est pour ça que j'en ai acheté. Il y avait Olas aussi, que j'ai acheté, qui a aussi dump. Autonolas, ouais. Agent IA automatisé. Et j'ai fait une interview qui sortira probablement. T'as pas tout l'historique de prix là? Ouais, je sais, j'ai vu. Ouais, on était autour des 1-2 $ avant. Ouais. Donc voilà, et quoi d'autre? On a eu aussi les Real World Assets qui avaient bien pété la semaine dernière avec la news BlackRock, et qui commencent aussi à consolider. Donc je pense que IA et Real World Assets, c'est deux narratives qui sont très intéressantes, et je pense que lorsqu'on en a une qui performe, et donc de la liquidité qui vient de l'autre et qui rentre dans cette narrative qui performe, je pense que c'est cool, mais je pense qu'il faut surtout se concentrer, comme j'expliquais sur Twitter, sur les narratives qui vous intéressent et qui ont tendance à corriger ou retracer. Si c'est une narrative qui, pour vous, continuera d'exister, qui continuera à avoir du sens, et qu'on n'est pas du tout... au top de ce cycle, je pense que se positionner sera assez intéressant. J'en ai un peu parlé sur Twitter, et peut-être que j'ai totalement tort sur ça, et peut-être que voilà, je vais être l'exit liquidity de certains. Mais sincèrement, j'ai l'impression que l'IA, c'est une telle innovation, et ça va tellement transformer notre société, que j'ai du mal à voir cette narrative disparaître de l'écosystème crypto. Ah, mais c'est clair. Et que même si aujourd'hui c'est pas très pertinent, ou peut-être pas autant qu'on l'espérerait, je pense que dans tous les cas, certains trouveront des moyens pertinents d'en faire quelque chose. Donc moi personnellement, la narrative IA, elle m'intéresse définitivement. Je ne me suis pas assez positionné dessus. Je suis positionné sur Tada, je suis positionné sur Tao dernièrement, Olas dernièrement, et je vais peut-être me positionner sur d'autres trucs, mais voilà, tous ces trucs ont bien pump. Si jamais on a des retracements de l'ordre de 25, 30, 35, 40, 45% pour une raison X ou Y, je pense que j'essaierai d'acheter les jetons qui me semblent les plus intéressants. Tu peux montrer Prime aussi. Alors là, on est plus sur un jeu Web3 avec de l'IA, mais j'ai pas regardé le prix récent. Ouais, c'est puissant un Prime quand même. Ouais. Donc voilà, on va voir. Après, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que c'est une narrative qui est assez jeune, donc il faut garder en tête qu'on peut avoir de nouveaux leaders aussi. Moi, je pense que Bitensor et AGI, enfin ASI, enfin bref, la fusion de Fetch, etc. vont bien perf et vont rester. Mais il faut pas oublier que même si on a des leaders, je pense que vu que c'est une narrative qui est tellement jeune, ça peut vite péter. Et en fait, genre tout le monde s'est dit, ok, j'ai peut-être eu un beau ROI sur ces trucs-là. Est-ce que j'irai pas rotate sur des trucs qui sont pas encore appréciés? J'ai l'impression que tout ce qui est lié à l'IA pump, surtout les retardataires en fait. Donc il suffit qu'il y ait un bon projet qui sorte pour qu'il capture une grosse partie de l'attention. Et je pense que c'est quelque chose à surveiller. C'est simple. Déjà, on va dire les termes. On parle de plein de trucs, on est placé sur plein de trucs, mais l'IA fait partie des trucs où on n'a pas assez couvert sur Khan Academy, on s'est pas assez placé, on a lagué et tout. Ça, c'est un fait. On va se rattraper. Pourquoi l'IA, c'est là pour rester?
c'est parce que là, on sort de la crypto et on parle de l'économie en général. Tu prends un petit peu avant et après la crise de 2008, c'était quoi? C'était boom Google, boom Facebook, boom Microsoft. C'était le web, le vrai web 2, tu vois, où l'interface, elle s'adaptait à ton contenu, à tes amis, etc., etc. Et franchement, je m'en souviens, j'étais encore au début du lycée. Ton application Facebook sur ton téléphone, un jour, elle se met à jour. Le truc est trop beau, il est trop fluide. T'es en mode putain, Mark Zuckerberg, il a vraiment tout carré. Et ensuite, on a eu un moment de plat. Ce moment de plat où, en fait, ça a innové plus trop. C'est bon, on avait compris quoi. Snapchat, Twitch, Vine, machin, les réseaux sociaux, on avait compris. Gros plat. Et là, avec l'IA, bah, ça se relance. Nvidia, OpenAI, on a Mistral en France aussi. Enfin bref, des trucs de zinzin. Et je pense qu'en fait, on a tout intérêt, d'un point de vue économique, à pousser ça. Et ça va forcément se diluer dans les crypto-monnaies derrière. Parce que s'il y a des innovations à faire avec la technologie blockchain et la technonisation, bah, c'est maintenant qu'il faut tester. Ouais, je pense l'IA, je pense que beaucoup ont saisi l'importance de cette innovation et à quel point ça va changer notre société. Mais tout comme je pense que je suis pas assez bullish et on n'est pas assez bullish sur le marché crypto, je pense que beaucoup peut-être sous-estiment encore l'impact de l'IA sur notre société. Enfin, complètement. Je pense que sur les 10 prochaines années, ça va être le truc en fait. Enfin, je vois pas ça bouger, tu vois, où ce sera une évolution de l'IA et de ce qu'elle fait, etc. Mais ça va tellement, enfin, ça change déjà tellement beaucoup de choses et ça va tellement changer encore plus de choses. Enfin, ça va être démentiel, surtout vu la vitesse de progression et d'évolution en ce moment. Il y a énormément de capitaux qui financent ces innovations-là, tout comme il y a des capitaux qui financent la crypto. Mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de financement autour des boîtes, des entreprises IA comme OpenAI, Anthropic, etc. Et du coup, en fait, ça va faire avancer la recherche à une vitesse folle et ça va encore accélérer en termes d'innovation, de progrès, etc. Et ça, faut en avoir conscience, quoi. C'est surtout que là, la dernière conférence Nvidia, elle était insane. Absolument insane, avec multiplication de la puissance de calcul, réduction du coût de la consommation énergétique. Donc ça veut dire que toutes les grosses boîtes d'IA, elles vont changer leur parc informatique pour pouvoir justement s'adapter aux nouvelles cartes graphiques Nvidia. Nvidia a annoncé des partenariats avec absolument tout le monde. C'est-à-dire que toute grosse boîte qui faisait pas forcément de l'IA va rajouter de l'IA à son workflow. Donc ça balance un pognon monstre. Et je pense qu'on va voir ChatGPT 5 peut-être à la fin de cette année. Oui, non, mais enfin. Et ça va être une tarte, ça aussi. Je crois que Elon Musk disait que lui, il pensait que c'était quoi d'ici fin d'année ou l'année prochaine, on aurait de l'AGI. Enfin, en gros, genre une intelligence. Enfin, en gros, c'est la singularité, l'AGI. Je sais pas ce que c'est l'AGI, mais la singularité, ça me semble un peu tôt. Hein. Oui, non, mais Elon Musk, bon, les caméras, t'as capté, mais même si c'est dans. Intelligence artificielle générale. Ok, ouais, donc on commence à aller dans le sens de la singularité, enfin d'une IA qui est capable d'apprendre d'elle-même et s'améliorer, etc. Oui, je pense qu'on va commencer à y arriver progressivement. Enfin, elle apprend déjà d'elle-même, mais elle pourrait dépasser genre toutes les connaissances et toute l'intelligence genre des humains sur Terre en fait. Mais ce qui est fou. Et donc d'être meilleur partout. Peu importe le domaine, quoi. Mais là, ce qui se passe vraiment, cette conférence Nvidia, elle était, j'ai même pas les mots, j'en pleure sur ce poulet. En gros, ils sont partis d'un concept. On va créer ce qu'ils appellent un digital twin, c'est-à-dire un assistant virtuel. Par exemple, une usine. Tu vois, tu as une usine Amazon, ce que tu veux. On va modéliser cette usine, on va modéliser les machines, on va modéliser ce qu'elles font, pour ensuite entraîner des IA comme si elles étaient là en vrai en train de faire les trucs. Donc par exemple, un bras mécanique qui va déposer des pièces, etc. Aujourd'hui, tu programmes à l'avance le bras mécanique pour qu'il fasse un mouvement. Mais si là, tu as un bras mécanique dans un univers virtuel qui apprend à détecter, tu vois, dans l'espace des trucs. Je pense qu'il y a déjà des choses quand même qui existent et qui sont live. Mais ça commence. Non, mais là, ça commence. Et on va se retrouver avec des machines de plus en plus intelligentes, tu vois, et des workflows de fou. Où apparemment, pour ne serait-ce que de la miniaturisation, grâce à l'IA, on va être capable d'avoir des niveaux de précision encore meilleurs pour des comment ça s'appelle, des superconducteurs, des trucs comme ça. Mais moi, en gros, là, en ce moment, je vais vraiment chercher à interviewer des gens liés à l'IA. Tu vois, j'ai interviewé, du coup, un des founders de Autonolas, donc de Olas. Donc, une interview en anglais qui devrait sortir bientôt. J'ai 1 heure de sous-titres à faire en anglais, plus un gars pour m'aider pour faire les sous-titres en français. Donc, ça prend du temps, désolé les gars, mais ça va arriver. Et c'était très intéressant. Et je vais chercher à interviewer, genre, des Français de chez Mistral, des gens dans des boîtes liées à ça, qui sont en dehors de la crypto, pour un petit peu comprendre de leur côté comment ça bouge. Et est-ce que la crypto, c'est un sujet ou ça peut être un sujet ou absolument pas. Donc voilà, mais en tout cas, très intéressant. Peut-être pour clôturer sur la partie spéculation,
Moi, en gros, ce qui m'intéresse le plus et ce que je surveille le plus, c'est BTC, Ethereum, Solana, BNB et tout ce qui est lié à l'IA. Je pense qu'on aura évidemment des choses qui se passeront du côté des real world assets, etc. Faut que je me renseigne, faut que je passe plus de temps. Je pense que Ondo, évidemment, est un des leaders incontestés. On avait déjà beaucoup parlé de Centrifuge. Moi, j'en avais beaucoup parlé déjà à l'époque. Je sais pas si tu t'en souviens. Dans le CT, j'en avais beaucoup parlé. Et voilà, et j'aimerais peut-être clôturer sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir les DEX perp, donc tout ce qui est produits dérivés en fait sur des plateformes décentralisées. Donc je pense notamment à DYDX, je pense notamment à Hyperliquid, etc. J'aimerais que vous vous rendiez compte à quel point les DEX perp, c'est genre des cash machines et qu'aujourd'hui c'est encore beaucoup plus petit que ce qu'on pense. Donc aujourd'hui, il y a quoi qui génère vraiment beaucoup de revenus en crypto? T'as les stablecoins, mais on peut pas profiter de la réussite de Tether, on peut pas profiter de la réussite de Circle, et globalement, il n'y a pas d'autres gros stablecoins dont on peut profiter et toucher une grosse partie du yield. Et si c'est le cas, c'est pas un yield qui est genre extrêmement intéressant ou important. Tu as toutes les solutions de staking et des boîtes comme Lido, etc., qui aussi arrivent à générer beaucoup de revenus et capturer énormément de valeur. Mais j'ai du mal aussi à voir à quel point on peut capturer ces revenus-là. Avec Lido, avec le jeton Lido, on ne récupère pas une partie des revenus de Lido. Donc évidemment, si vous stakez via Lido, vous avez votre yield sur vos Ethers à vous, par exemple, mais pas sur les Ethers de tout le monde. Et vous ne pouvez pas vraiment percevoir une partie de la réussite de Lido. Sur les gros cash machine, tu as aussi Uniswap, donc le trading spot décentralisé, mais il n'y a pas de revenu sharing avec les holders de Uniswap. Et donc, après, tu as toute la narrative casino, mais elle n'est pas encore assez mature. J'oublie certains autres trucs, mais pour moi, dans ce qui génère le plus de cash, c'est la spéculation. Et quel est l'outil absolu pour la spéculation? C'est les produits dérivés. Aujourd'hui, d'un point de vue produits dérivés, en mode décentralisé, on tourne à 5 milliards, allez, entre 4 et 6 milliards de volume par jour, avec surtout Hyperliquid et DYDX. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans ce volume-là, il y en a une grosse partie qui proviennent de nouveaux DEX qui derrière récompensent les gens pour trader, pour faire du volume, avoir des points et derrière probablement des jetons. Donc ce que ça montre, c'est que même ce chiffre-là est encore un peu gonflé. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les cas, la progression, elle est nette. Et sur un DYDX où t'as pas des aussi grosses récompenses que sur les autres, t'as quand même genre pas mal de volume. Alors là, c'est la V3 de DYDX, mais si tu regardes sur la V4, genre c'est plutôt sexy. Donc tout ça pour vous dire que je pense que les DEX perp vont être amenés à beaucoup plus grossir. On a aussi tout ce qui est lending borrowing qui génère des revenus, mais j'ai regardé AAV sur DeFi Lama, ça génère je crois 1 ou 2 millions de revenus par mois. Et juste un DYDX, alors que c'est le leader, hein, et un DYDX, lui, ça génère genre 6-7 millions par mois. Et 100% de ça est redistribué. Je veux juste terminer vite fait. Ouais, t'inquiète, mais c'est pour AV si tu veux montrer ta CryptoFees. Ouais, mais si tu vas sur... Pourquoi il me le met pas? Ok. Donne-moi un instant. Tu vois, si tu vas AAV, DeFi Lama, et tu vas sur les revenus... Ah, et t'as revenu, d'accord. Mais en monthly, t'es à 2 millions, 1 400 000, 2 millions, etc. Okay. Donc même AAV qui est énorme, c'est peut-être un tiers des revenus de DYDX. Donc, en fait, les perp, les produits dérivés, ça génère énormément de revenus. C'est avec ça que Bybit, Binance, etc. génèrent beaucoup d'argent. Et on se rend compte qu'on est à 5 milliards de dollars échangés sur 24 heures. Si vous regardez sur les plus gros, Binance, on est à 40 milliards. Et là, aujourd'hui, on est sur une petite journée. BitGet, on est à 17. OKEx, on est à 14. Bybit, on est à 10. Donc là, en gros, tu es à 40 plus... Allez, tu es à 57. Moi, je pense qu'on est au moins à 100 milliards. Donc évidemment, il y a du wash trading, il y a des choses, etc. Tu vois là. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que genre les DEX perp, donc la partie des produits dérivés, enfin du volume en produits dérivés qui est généré par les DEX, c'est à peu près genre 5% du marché, ou peut-être 3%, 3 à 5%, sur genre le truc qui génère le plus de cash en fait. Et DYDX rend tout, je suppose que DYDX vont aussi redonner une partie. Et si tu regardes la valo de AAV, qui génère par exemple 3 fois moins de revenus qu'un DYDX, on est à 2 milliards de FDV, là où à DYDX, alors DYDX c'est un peu plus complexe, mais je crois qu'on est autour de 3, parce que ouais, on est à peu près autour de 3. Là où tu as un BNB ou un BGB, disons un BGB, où tu touches pas du tout une partie du revenu de l'exchange, hein. Un BGB, t'es à 2 milliards. Donc moi personnellement, je pense que les DEX perp, ça peut être bien plus gros. Évidemment, il peut y avoir la régulation qui rentre en compte et qui peut genre affecter tout ça. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sous-estiment cette narrative-là, qui est peut-être pas la narrative la plus sexy, mais la narrative qui est la plus rationnelle d'un point de vue genre revenu en fait. Je me permets de compléter juste sur un message. Alors AAV a généré plus de 1 million en un jour le 30 mars. Alors du coup mes données sont mauvaises. Enfin j'ai aucun souci avec ça. Hein.
C'est où CryptoFizz, moi je te disais. CryptoFizz, ouais. Tu voulais compléter peut-être, désolé. Pas de soucis, t'inquiète, je vais reprendre un message après. Tu as One Day Fizz. Ouais, mais. Du coup, on n'a pas le. One Day Ok, c'est une average. Ah non, mais du coup, c'est beaucoup plus gros en fait. C'est vrai qu'on n'a pas le 30 jours. Regarde Filter, peut-être dans Filter, t'as 30 jours, je sais pas. Hein. Bah, c'est dommage. Ok, très bien. Moi, je voulais juste rebondir sur un message. Ça fait quasiment 8 ans qu'on est sur ce marché. Ça fait 8 ans qu'on nous dit la régulation, la régulation, la régulation. C'est bon. Enfin, tout le temps, ouais, l'Europe va interdire ci, machin va interdire ça. On est dans un des continents les plus pro-crypto, si ce n'est le continent le plus pro-crypto qui existe sur cette putain de terre. Oui, il y a des réglementations, c'est pas le Far West ultime, mais pour tout ce qui est paiement pair à pair, on n'est pas emmerdé. Pour tout ce qui est exchange, bah, tu as des réglementations comme dans le système bancaire et les processeurs paiement. Et on s'en bat les couilles, franchement. Ok, du coup, AAV t'as 30 millions de revenus sur les 30 derniers jours. Donc, ils ont mis totalement de la merde, DeFi Lama. C'est totalement de la merde. Bon, je suis désolé, les gars. Mais après, le revenu aussi est en train d'exploser, quoi. Mais en tout cas, moi, je pense que dans tous les cas, les perps, ça peut générer beaucoup plus de frais que ça. Hein. Beaucoup plus. Donc, voilà, moi, en tout cas, c'est une des narratives que je regarde. J'ai l'impression qu'avec Hyperliquid, ça bouge pas mal en termes d'adoption. DYDX sont aussi très efficients, font peut-être moins d'acquisition de particuliers. Mais par exemple, je parlais avec DYDX, ils me disaient qu'ils avaient beaucoup d'institutionnels, quoi. Et que genre les instituts étaient vraiment full DYDX, là où le retail était plus Hyperliquid, quoi. Donc à voir. Okay. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse parce que voilà, DYDX redonne 100% de leurs revenus. Je pense que Hyperliquid le feront aussi, tôt ou tard. Et GMX aussi, d'une certaine manière. Et voilà, je pense que ça peut être des cash machines dont on peut profiter, contrairement à après toutes les autres narratives où on spécule uniquement sur le jeton et sur lequel on n'a pas de yield direct. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai trop la tête dans le guidon. Mais voilà, je tenais à le mentionner. Je ne suis pas sponsorisé par DYDX ou Hyperliquid pour vous parler de ça. C'est juste que moi, ça me tient à cœur. Et parce que tous les jours, on parle de spéculation. C'est quoi l'outil ultime pour spéculer et qui génère du revenu? C'est les produits dérivés. Et actuellement, il n'y a pas encore les permissionless market sur DYDX et Hyperliquid. Chose que tu as sur Uniswap sur la partie spot. Tu vois. Si derrière, tu peux permettre d'avoir des produits dérivés sur n'importe quoi en mode permissionless, je pense que les volumes vont encore plus boomer parce que tout ce qui est genre WIF, Memecoin, Altcoin, etc. seront listés sur ces plateformes, chose qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a aussi un côté réglementaire qui fait que certains protocoles ne se permettent pas forcément de redistribuer les revenus parce que comme il y a des interfaces et qu'ils hébergent des interfaces, ils peuvent avoir des gros problèmes. C'est notamment pour ça que DYDX a décidé de faire une chaîne à part avec leur propre set de validateurs. Et je pense que c'est pour ça que GMX, par exemple, ne le fait pas encore. C'est surtout pour le côté réglementaire. C'est pas une volonté de prendre les sous et pas redistribuer. Du coup, je commence à partager mon écran. Tu le mets quand tu... Mais tu vois, Jaja qui dit pas de yield direct, les blockchains proof of stake, c'est quoi alors? J'ai du mal à me rendre compte, genre ça génère combien de frais par exemple un Solana genre sur 30 jours? Ça doit se trouver sur Dune. Ça doit se trouver sur Dune. Alors je vais me le noter. Excuse-moi, trouver frais générés par les blockchains. Mais je crois que si tu retournes sur CryptoFizz... 30 millions de revenus, 60 millions de frais sur le dernier mois. Et les mois d'avant, c'était 7,6 millions de fees, 4,85 millions de revenus. Donc même pour la chaîne la plus utilisée, c'est pas énorme, quoi. Mais il y a une augmentation drastique récente dans le cas de Sol. Sur Ethereum, on est à 580 millions. Ouais, c'est énorme. Et bah écoutez, on va pouvoir passer à l'actu, aux fondamentaux. Je sais pas si vous êtes ready. On va essayer de remettre un petit peu de rythme. Je suis pas sur ton écran. Alors, c'est parti pour l'actualité crypto. Alors déjà, très rapide, on est obligé de parler. Putain, dès que tu te mutes, Léo, j'ai l'impression d'être tout seul, ça me fait trop bizarre. On commence avec Sam. Je suis là, je suis pas loin. Je sais. On a SBF qui prend 25 ans de prison. Alors, on va pas lancer le débat, est-ce que c'est plus, c'est pas assez, etc. Moi, personnellement, je pense que c'est parfait. En sachant qu'il n'a pas été condamné en France, c'est pas on écrit 25 et puis au bout de 8 ans, bonne conduite, il sort. Non, là, il serait plus question à la limite de 21 ans. Donc, il va y avoir une décision en appel. Je pense qu'il va essayer de grappiller, etc. Mais à mon avis, maintenant que ça a été jugé comme ça va pas bouger. Donc, 21 à 25 ans pour Sam. S'il fait moins de 20 ans, c'est honteux. Moi, je pense que c'est ce qu'il mérite. Alors, le débat de oui, il y a des pédophiles, il y a des violeurs, il y a des criminels, il y a des machins, ils prennent plus, machin, ça c'est un autre débat. Moi, je m'intéresse au cas de Sam. Je pense que SBF, il a ruiné beaucoup plus de vies que des pédophiles, etc. Ouais, mais il a créé des suicides, il a créé des dépressions, il y a des gens qui avaient leur argent dessus, genre qui avaient des enfants, ils peuvent... Genre en mode... Enfin... Tu vois, genre l'argent, ça impacte beaucoup plus. Attends, c'est extrême. Je défends le diable. Mais il s'est pas levé un matin tous les jours pour dire je vais ruiner des vies. Il s'est levé, je vais te péter de thunes. Tu vois. Non, il s'est levé, il savait qu'il pouvait ruiner des vies et il l'a fait. Non.
Parce que lui. Bah, du coup, ça veut dire qu'il est inconscient du risque. Faut arrêter. Bah oui, mais la justice, elle fonctionne comme ça. Mais la justice, elle fonctionne comme ça. Suffit qu'il y a un mec qui dit j'ai une phobie administrative ou machin ou truc, et puis il est débouté. Donc lui, tu l'as bien vu. En tout cas, c'est la comédie qui nous a fait pendant tout le long. C'était je suis désolé, je ne pensais pas insolvable, etc., etc. Et on sait tous les deux qu'il y avait un monde où Sizi fermait sa gueule, Carole fermait sa gueule, et puis la fraude continuait, et puis ça passait comme une lettre à la poste, tu vois. C'est juste qu'il s'est fait prendre et que c'est parti à la cave, et puis bah maintenant il s'est fait prendre, il prend 25 ans, et c'est comme ça. C'est juste ça. Bah pour moi, en vrai, 25 ans, c'est pas cher payé, honnêtement. 25 ans, c'est le strict minimum, mais... Il a grid sur tout, il a fait des folies, genre c'est... je sais bien, mais bon, il y a assez de banquiers qui ont pas ouais, mais toi tu dis ça, mais toi t'as pas perdu d'argent sur FTX ou pas grand chose. Bah j'ai perdu des sous sur FTX, hein. Mais... Ouais, mais frérot, genre quand. Ouais, mais bon, frérot, Sam, il est pas allé le prendre de tes poches, hein, le pognon. Bah, hein, si. C'est toi qui l'as mis. Si. Bah c'est toi qui l'as mis, le pognon. Si. Arrête, t'es en crypto, gros. À un moment donné, tu sais très bien. Donc si je mets de l'argent dans une banque. Genre, c'est moi qui ai prévu d'utiliser cette banque. Une banque, elle est régulée. C'est pas une banque, mais c'est la même chose. Mais non, parce qu'une banque, elle est régulée. Genre, Binance, pour moi, c'est quasiment une banque. Hein. Non, c'est pas une banque, c'est pas régulé comme une banque. Et ils étaient aux Bahamas, ils étaient pas régulés dans tous les sens, avec des pôles compliance de zinzin qui leur cassaient les couilles toute la journée. T'arrives, tu montes une pièce d'identité, paf, tu mets des sous, gros. C'est régulé de partout, on me dit que c'est régulé de partout, le mec va au congrès, etc. Et genre, c'est entièrement de ma faute si j'ai perdu de l'argent. J'ai pas dit que c'était entièrement de ta faute. Mais tu peux pas me dire je suis en crypto, je mets des billes chez FTX, il peut rien m'arriver, tu vois. T'es en crypto, tu sais très bien que t'es dans un putain de casino à ciel ouvert où à tous les coups tu peux te faire chier à la gueule. Ah, du coup, c'est-à-dire il peut scam, vu que nous on savait qu'il y avait ce risque-là. Mais tu joues au con ou tu joues au con? Non, mais pourquoi t'as pas mis tes sous sur Coinbase? Tu les as mis sur FTX. Pourquoi tu les as mis sur FTX? Mais ça aurait pu être la même chose avec Coinbase ou Binance. Eh ben non, parce que Coinbase ils sont régulés. FTX ils étaient régulés aussi. Non. C'était du grand n'importe quoi, FTX. Ils avaient MiFID, etc. Hein. Ouais. Non, mais en vrai, FTX, ils étaient MiFID, ils étaient tout ce que tu voulais. Hein. C'est ce qu'ils vendaient, hein, d'ailleurs. Écoute, s'il y a une différence entre un Coinbase, un Bitpanda, un CoinHouse, un Premium, où tu te fais enculer par les frais... Enculer, c'est pas le terme. Où tu payes cher des frais et des plateformes où tu as des frais qui sont minuscules, où c'est des usines à blanchiment d'argent, c'est pour les bonnes raisons. À un moment donné, il n'y a pas de repas gratuit sur ce marché. Et si je te le dis à toi, c'est parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, c'est que c'est comme ça. Il n'y a pas de repas gratuit. Tu sais très bien pourquoi tu payes pas cher d'un côté et tu payes cher de l'autre. C'est tout. Et aujourd'hui, c'est ça. Et puis, c'est la même chose avec KuCoin, avec BitGet, avec Bybit. On a l'autorité des marchés financiers française, elle a fait des listes noires, elle a fait des listes. C'est pour les bonnes raisons. Donc, à un moment donné, tu peux dire, oui, il nous casse les couilles la réglementation et tout. En attendant... eh ben, on sait qui dévisse, qui se fait attaquer, et on sait qui tient. Voilà. Et je me retrouve à défendre un régulateur sur cette émission. C'est quand même un truc de ouf. Mais mec, genre, c'est juste quand tu fais du trading, genre, tu peux pas aller sur Coinbase parce que tu peux pas trader sur Coinbase, genre. C'est aussi simple que ça, genre. Bah, écoute, en tout cas... Genre, je vais trader sur Coinbase avec 2% de frais sans produits dérivés, genre. C'est-à-dire que tu peux pas exercer ton métier sur un exchange régulé, genre, enfin, c'est... Enfin, moi, je comprends totalement ton truc et je suis pas là en mode à jouer au con pour te faire chier ou quoi que ce soit. Non, mais moi aussi, c'est juste que moi, ça me fatigue qu'on arrive à banaliser ce qu'il a fait alors qu'il avait accès. Il avait zéro prix de liquidation, il voyait tous nos stops, tous nos achats, toutes nos ventes. Il a tous nos BTC, il les a vendus à 19 000 $. Il faisait tenir le prix à la baisse en vendant nos putains de BTC. Genre, enfin, il connaissait tous les risques. En plus de ça, il a triché sur tout. Et genre, on est là en mode 20 ans, c'est ok. Genre, alors qu'il il a pris 20 ans. C'est combien? C'est 10 milliards, 14 milliards? Bah, je sais bien, mais bon. C'est quand même 20 ans, c'est-à-dire que là, il va passer... Genre Madoff, il doit prendre 100 ans, je sais pas combien, et lui, il doit prendre 20. Mais gros, Madoff, il s'est levé, il a fait des falsifications de documents, il savait très bien qu'il allait déglinguer tout le monde. Oui, mais SBF, il voulait juste s'enrichir et faire tourner un business. Pour moi, c'est la même chose. Oui, alors, d'accord, ok, je vois. Mais alors, je te pose une question, tu me réponds pas, il n'y a pas de souci. Tu penses vraiment que tous les gros exchanges que tu as montré tout à l'heure du top en dérivé, ils sont tous blancs comme neige? Tu penses qu'ils n'ont pas fait exactement la même chose que lui? Lui, c'est le seul à s'être fait attraper. Moi, je pense qu'ils n'ont pas fait exactement la même chose que lui. Moi, je pense que c'est le seul à s'être fait attraper. Il y a vraiment une énorme différence entre genre ce qu'a fait FTX et genre pour moi le reste. Genre évidemment, pour moi, la majorité des gros exchanges ont fait des saloperies, mais de là à prendre les actifs de leurs utilisateurs et de les vendre et de trader contre eux en n'ayant aucun prix de liquidation,
je suis pas certain qu'ils aient tous fait des saloperies comme ça. Écoute, moi je pense que si on avait tous les historiques en base de données de tous les exchanges, on ferait une crise cardiaque. Et que SBF, c'est bien, il a servi d'exemple. Il aurait pu prendre plus cher, mais en fait, ça aurait changé quoi qu'ils prennent 50 ans ou machin? Tu penses vraiment qu'après 25 piges en toll, il va sortir, il aura qu'une envie, c'est de recommencer? Moi, je pense pas. Je suis peut-être naïf, hein, mais je pense que c'est bon. Il prend ses 25 ans, il va faire sa musculation, il va jouer au billes avec ses collègues, il va sortir dans 25 ans et puis basta. Il aurait pris moins de 25 ans, ce serait chaud. Mais qu'il prenne plus ou qu'il passe sa vie en prison... En vrai, moi personnellement, ça me fait mi-chaud mi-froid. Voilà, c'est mon avis après, hein, mais bon. It is what it is. Voilà, de toute façon, on n'est pas juge. Ça fait un petit clash. J'espère que vous avez bien aimé. Vous avez notre avis. Vous avez notre avis. Et il n'y a pas d'animosité entre Léo et moi. Ça, on peut avoir des opinions différentes, tu vois, genre sur la politique, sur des sujets genre liés à la justice, sur même des coins, sur n'importe quoi. Moi, c'est juste que pour moi, vraiment. En fait, juste pour finir sur ça, genre. Si Binance avait fait la même chose, ou si KuCoin avait fait la même chose, etc., alors qu'ils ont été investigués par la SEC, pourquoi genre c'est pas allé beaucoup plus loin, tu vois? Bah on va voir. On va voir, parce que SBF, ce qui s'est passé, c'est que lui, il s'est fait... C'est pas le jour du crash de FTX qu'on s'est rendu compte des dingueries. C'est juste après, quand tout était en train de s'écraser, qu'on s'est rendu compte de tout. Parce que justement, il y a eu une liquidation, qu'il y a des gens qui ont repris les dossiers, etc. Mais frère, il a scam combien de gens, frère? Il faisait que nous dump à la gueule en créant mais des je te dis pas le contraire. Genre en fait, on pense que à FTX, mais il doit y avoir tellement de trucs à côté. Genre c'est pour ça, genre moi je suis en train de... Mais moi je suis quasi sûr que t'as plein d'exchanges, là, ils partent en liquidation, et il y a des gens, ils reprennent les dossiers, ils apprennent tous les dossiers, mais gros, on fait une crise cardiaque. C'est juste ça en fait. Moi je suis assez convaincu que personne n'est propre. Tu vois, j'ai un ami qui me dit... Mais il y a une différence entre ne pas être propre et voler les gens. Mais oui. Bah, tu sais, si tu tapes dans les caisses de l'État, tu voles les gens. Hein. Tu fraudes l'impôt, tu voles la collectivité. Donc à un moment donné, tu mets bien le curseur où tu veux. Hein. Donc c'est toujours la même chose. Mais bon, bref. On va passer à l'actualité d'après. Fête, Océan, AGX fusionne en token de super intelligence artificielle. Alors, ASI, elle est pas très simple à comprendre cette news. On sait qu'il y a une fusion, c'est-à-dire qu'on part de 3 projets avec 3 tokens individuels pour arriver à un token qui s'appelle ASI. Ah, attends, juste, on me dit dans le chat, Capet, les banques tradis sont propres, mais c'est la même chose. Mais les gars, moi je vous dis pas le système bancaire il est propre. C'est-à-dire qu'il y a eu l'avant-crise de 2008, il y a eu l'après. C'est pour ça que maintenant on essaie d'être plus blanc que blanc. Mais t'en as des reportages sur HSBC, sur la BNP, Paribas, des trucs comme ça, des trucs de port, des financements, des trucs dégueulasses, du blanchiment, du machin. C'est partout, c'est la monnaie, c'est la finance. Tu deviens pas milliardaire comme ça. C'est tout. Bref. Donc revenons-en à cette actualité. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, au moment où ils ont posé cette information comme quoi ils allaient fusionner les 3 pour faire un seul jeton, un seul projet, ils ont décidé qu'il y aurait des votes de gouvernance individuels pour chacun de ces projets. Et ils ont fait une estimation de la valorisation du projet qui va arriver, c'est-à-dire ASI, qui serait de l'ordre de 7,5 milliards de dollars avec tant de jetons. Et donc ce qui va se passer, c'est que si vous êtes possesseur de chacun de ces jetons, AGX, FET, Océan, et que la décision de gouvernance, elle passe, eh bien, vous allez pouvoir convertir chacun de ces jetons en jetons ASI. Donc, si vous avez des jetons sur des exchanges, je pense que l'exchange va s'en occuper pour vous. Si vous avez les jetons sur les wallets, il va falloir suivre ça avec attention, en sachant qu'ils ont fait un communiqué dédié. Merci beaucoup d'ailleurs, Léo, de me l'avoir partagé tout à l'heure. On va en savoir plus bientôt. Donc, on sait que on a un premier vote de gouvernance le 2 avril, qui se terminera le 7 avril. Et après, on aura toutes les propositions pour tous les projets au 16 avril. Donc, il va falloir suivre ça avec attention. J'ai pas compris. Les 3, forcément, ceux qui ont que 2 se font bananette. Mais en fait, que tu en aies 1, 2 ou 3, ça change rien. Puisque dans les 3 cas, tu vas devoir échanger ton jeton contre le nouveau jeton ASI. C'est pour ça qu'il y a une sorte de ratio d'ailleurs. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, ils ont essayé de trouver un moyen de fusionner, d'avoir une valorisation ajustée. En gros, un fait te donnera un ASI. Et en gros, pour juste clarifier, tout est soumis à des proposals, genre, donc ça doit passer par les gouvernances, et a priori d'ici le 16 avril, on sera fixé sur comment ça va se passer, les échanges, etc. Mais dans tous les cas, je pense pas que vous allez vous faire baiser, enfin je pense qu'ils vont faire ça propre, etc. Sinon il n'y a aucun intérêt. Pour moi, le plus gros intérêt, c'est genre quel est le plan qu'ils ont en tête, tu vois, et quel est l'intérêt de merge tout ça. Et ce qui était assez fou, c'est que du coup j'ai fait l'interview du founder d'Autonolas, pour faire très simple. Enfin, il est founder de l'entité qui développe et qui contribue à Autonolas. Et lui, en fait, il travaillait chez Fetch.
il travaille chez Fetch.ai, donc lui, il connaît très bien les teams, etc. Et lui, pendant l'interview, du coup, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et tu sais qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, est-ce que tu as déjà vu des merges de projets bien se passer? Genre, pour lui, enfin, il a du mal encore à comprendre et analyser ce qu'ils font. Bah déjà, est-ce que tu as déjà vu des merges de projets tout court? Moi, j'en ai pas le souvenir d'avoir vu. Apparemment, Matic, c'était le cas. Enfin, c'est ce qu'il me mentionnait, je crois. Bah, Matic devient Paul, mais c'est le même projet. Genre, Polygon, c'était une team de base ou c'était plusieurs teams? Ça, la question. Ah, ça, autre chose, c'est différent. D'accord. Alors, dans le cas de Polygon, effectivement, tu avais des projets annexes qui se sont fait racheter et tout est devenu Polygon et on a tout intégré à l'écosystème Polygon. Alors, j'ai pas vu, effectivement, par exemple, Hermès qui est devenu Polygon Hermès, puis Polygon ZK EVM. Je ne connaissais pas la valorisation du jeton Hermès, ce que ça a donné, etc. J'ai pas suivi. En tout cas, on va voir, mais je pense qu'ils veulent juste être genre la crypto AI qui couvre plein de trucs et peut-être qu'ils se sont dit qu'au lieu de se concurrencer et de tous se taper sur la gueule, on travaille ensemble. Moi, j'ai juste du mal à voir comment ils ont réussi à trouver un accord qui fait que tout le monde y gagne, quoi. Genre les fusions d'entreprises comme ça, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. C'est une très bonne question. Alors autant Fête et Singularity, ça se ressemble beaucoup. Océan, pour moi, c'est un peu plus un layer 1 que une sorte de marketplace de données. Alors après, c'est pas des projets que j'ai bouffé à fond. Mais ouais, du coup, on a un peu une couche type layer 1 plus la marketplace et on fait un... Peut-être. Après, ça se trouve, ils en parlent depuis très longtemps et puis au final, ils s'accélèrent parce que la narrative veut ça. Hein. Je sais pas trop. Il va falloir suivre ça avec attention. Déjà, ce sera plus facile à suivre parce qu'il y aura qu'un nom à suivre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ouais, c'est genre comme si c'est comme si Nvidia et AMD fusionnaient, ou comme si Anthropic, OpenAI et Mistral fusionnaient. Ce serait plutôt Mistral, OpenAI, ouais. Dans l'idée. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est quand même, on parle du 47e, du... Ça ferait 7,5 milliards de market cap. Ouais, estimé. Ouais. 7,5 milliards, ça fait top... Top 1. Top 20. Top 1 Ah, d'accord, ouais, top 1 de la narrative et... Global, ouais. Top 1 de la narrative et top 24. Peut-être que le dump de Tao vient de ça, dans le sens où peut-être que les gens ont plus d'espoir dans le fait que genre une sorte de collectivité, de rassemblement de gros projets et davantage de succès et de réussite, une probabilité de réussir vs genre un acteur solo. Peut-être. Après, ce que fait Tao, c'est que eux, ils proposent des subnets, donc n'importe quel projet peut avoir son propre subnet. Et je crois que Akash va avoir un subnet sur Tao, par exemple. Donc à surveiller, effectivement, mais ça fait sens ce que tu dis, hein. Cette espèce de dump. Et du coup, full insider, du coup, je suppose, le pump de fête et de tous ces trucs-là en même temps, au même endroit, genre, j'ai du mal à croire qu'il y ait personne qui était au courant. C'est possible. Mais du coup, bien joué à ceux qui avaient ces jetons-là. Franchement, bien joué à vous, les gars. C'est clair. Bah, franchement, déjà, nous, on a lagué sur le côté IA à mort, et je pense que... Akash, Render, tous ces trucs-là, c'est plus d'épines que IA, mais on avait déjà bien couvert. Et Fête, Agix, etc., j'en avais parlé avant les énormes pumps. Je sais pas si tu t'en souviens. Mais c'est pas des positions que j'ai tenues très longtemps, honnêtement. J'ai pas profité comme j'aurais dû de cette narrative-là. J'ai pas eu les convictions au bon moment. Bah, en fait, moi, j'ai ça arrive, en fait. Ça arrive. J'ai ce problème d'aller sur les sites web, d'essayer d'utiliser et très rapidement me dire, mais en fait, ça pue sa mère. Agix, franchement, Singularity, on avait regardé ensemble pendant un live, j'avais fait une rediff. T'arrives, t'as un écosystème d'applications. Je trouvais les applications flinguées. Alors, je sais plus où j'étais passé pour tester les apps, mais je trouvais ça absolument flingué. Mais en fait, les gens n'utilisent pas ce qui spécule sur ce marché. C'est comme les jeux. Personne joue à ces jeux ou très peu de gens, tu vois. Mais ceux qui y jouent arrivent à percevoir la valeur de ces choses-là. Et je pense que c'est comme ça que tu as réussi à bien percevoir Big Time, par exemple. Ouais, après, franchement, des fois, je réfléchis beaucoup trop sur ce marché. Qu'on se le dise, hein, les gars, ils voient IA, ils achètent, tu vois. Regarde, Chlore AI, t'y vas. Alors, je sais pas si je vais pouvoir me connecter, mais tu as une marketplace quand tu es connecté. Je vais vous montrer, voilà, marketplace. Ah, faut se connecter. Bon, la marketplace est dégueulasse. Enfin, c'est une catastrophe. Mais bon, c'est une crypto, c'est des pins, donc ça peut. Ensuite, on va parler des gouvernements, j'ai marqué, qui font la guerre à Binance. Alors pourquoi? On avait cette histoire dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, comme quoi il y avait 2 cadres de Binance qui avaient été détenus au Nigeria. Il y en a un qui a réussi à s'évader de prison et quitter le pays. Je ne sais pas ce qu'il en est pour l'autre. Mais en gros, le Nigeria demande plusieurs milliards de dollars à Binance, les accuse de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, les accuse sur des sujets de TVA, d'impôt sur les sociétés, de déclaration fiscale et complicité présumée dans l'aide aux clients pour échapper aux taxes. Ils disent aussi que la puissance de Binance
fait qu'il compromettrait la valeur de la monnaie locale, le NERA, par ses activités. C'est-à-dire qu'en fait, le Nigeria ne pouvait pas attaquer Bitcoin, puisque c'est un protocole, impossible à censurer. Ils se sont dit, bah, est-ce qu'on n'irait pas taper sur le plus gros exchange pour lui racketter des sous, et surtout pour montrer aussi à notre peuple que vous n'avez pas trop intérêt à aller sur ces plateformes-là pour essayer de défendre leur monnaie de singe. Poursuivait Binance, quoi. Exactement. C'est quand même un truc de dingue. Donc, affaire à suivre. Et pour ceux qui se disent, comment ça se fait qu'on a un employé d'une entreprise qui arrive à s'évader de prison et quitter le pays? Souvenez-vous du patron de Renault. Carlos Ghosn. Qui s'était fait capturer justement par le gouvernement japonais. Parce que Renault, aujourd'hui, c'est Renault-Nissan. S'était fait capturer par le gouvernement japonais et hop, il s'est taillé comme un prince. Gros GG à lui, parce qu'il faut savoir que la justice japonaise, quand il t'attrape... T'as zéro chance. Après, GG à lui, et il a dû faire des saloperies ou... Je sais pas à quel point il a fait des saloperies. Je sais pas, honnêtement. C'était politique. Je pense. De manière impartiale sur ça. Faut bien connaître. Ouais, j'avoue, faut bien connaître ces trucs-là de grosses sociétés, du CAC 40 et compagnie. C'est particulier. Donc, du coup, première chose. Deuxième chose, on a la SEC, mais des Philippines cette fois. La SEC qui veut bloquer l'accès au site Binance et à l'application Binance pour tout le monde à horizon 3 mois. Donc là, c'est un durcissement général des règles liées aux crypto-monnaies. Binance sert d'exemple. Donc là, c'est pareil. Il y a beaucoup de ces pays asiatiques, Philippines, Thaïlande, etc., où ça fait un peu la guerre aux cryptos. Je vois beaucoup de gens s'exciter sur les cryptos. Tu peux trader des cryptos, mais accepter les cryptos dans le commerce, par exemple, en Thaïlande, c'est totalement interdit. Parce que ça a dû tellement enrichir leur pays, entre les mecs qui sont en crypto, qui viennent vivre là-bas, entre tous les trucs de play to earn, à quel point ça a dû faire changer les choses. Enfin, ouais. Mais on en revient à la monnaie locale, c'est-à-dire que... Si une crypto est supérieure en quasi-taux point à ta monnaie locale, bah à un moment donné, pas bon pour ta monnaie locale et ça va avoir une incidence assez grave sur ton économie. Donc je vais pas dire je peux comprendre, je suis pas dans leur situation, tu vois, je suis pas à la tête d'un pays de dizaines de millions d'habitants, donc je peux pas trop te dire. Mais du coup, certes, Bitcoin... Ah, ça s'est coupé, Léo. Ah, j'ai perdu Léo. Bon, on attend. Je sais pas si c'est moi qui ai perdu Internet, sinon. Non, j'ai bien Internet, donc je sais pas. En attendant que Léo revienne, je vais continuer et on reprendra avec lui. Le remplaçant de Binance en Russie, Comex, annonce sa fermeture. Donc du coup, là, en l'occurrence, Comex, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, mais si vous voulez, Binance a été poussé dehors du territoire russe. Je pense que ça a été une décision politique commune parce que Binance bosse avec l'Occident et je pense que l'Occident lui a dit... écoute, là, Russie-Ukraine, frérot, il va falloir que tu choisisses un camp. Et donc, Binance a décidé de faire la passe à Comex en donnant la base de données, les clients, etc. Et du coup, Comex, ça n'a pas duré. Et c'est une histoire qui est très intéressante parce que, de ce que je comprends, Reléo. Premier degré, ouais. Mon chat a éteint le PC. Ah, ça m'est déjà arrivé. Censuré par le chat, tu vois. C'est assez original. Tu voulais poser une question sur Bitcoin à l'instant. Quelle folie. Ouais, ce que je disais, c'est que certes, Bitcoin est incensurable, mais tu peux censurer toutes les entités qui sont centralisées en réalité. Donc, tu peux probablement pas censurer Bitcoin et attaquer le protocole facilement, mais tu peux attaquer tout ce qui s'en rapproche. Très bien, je regarde un message, on me dit que l'histoire aussi, c'est qu'il y aura une surveillance des USA avec Binance. Je sais pas trop suivi ce sujet, c'est vrai qu'il va y avoir aussi que va devenir CZ, à quelle sauce va-t-il se faire manger ou pas. Ça va être un sujet intéressant. T'as suivi ça un peu toi Léo ou pas, le cas CZ pour Binance quoi? Non, pas trop. Bon, on va surveiller ça. Donc je disais, ouais, du coup, Comex, c'est une boîte qui a repris la base de données, les clients, etc. de Binance pour ses activités en Russie. Et au final, ça finit par fermer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les échanges vont se stopper sous peu et qu'il y aurait un frais de gestion de 1%. Alors moi, je pense que la Russie s'accapare un petit peu les vivres de l'exchange, mais aussi des clients russes, d'une certaine façon. Je sais pas trop. En fait, je sais pas trop en tant que Russe ce que tu as comme choix en termes d'exchange et à quel point c'est toléré ou pas la crypto-monnaie là-bas, tu vois. Ouais, en tout cas, il y a pas mal de pays où il fait pas vraiment bon vivre de travailler dans la crypto, quoi. Ah mais ça c'est clair, hein. Franchement, l'Europe, on est bien les gars, on est bien, hein. Croyez pas, hein. Ensuite, la Bourse de Londres lancera un marché pour les ETN et non les ETF, Bitcoin et Ethereum le 28 mai. Donc dans pas si longtemps que ça. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ETN, ça ressemble beaucoup à un ETF, mais je vous ai mis la petite précision. C'est que dans le cas d'un ETF, il y a un sous-jacent,
par exemple, un ETF Bitcoin, et tu vas avoir BlackRock qui va acheter des Bitcoins pour pouvoir ensuite émettre des ETF Bitcoin. Donc, il y a des vrais Bitcoins derrière. Là, en l'occurrence, il n'y aura pas de sous-jacent. Donc, il n'y aura pas de Bitcoin et d'Ethereum. Donc, je me réjouis pas trop de cette news parce que ça veut dire qu'on va progressivement rentrer dans le game on va rentrer dans le game des BTC et Ethereum papier. Ouais, j'ai une interview cette semaine avec Cyril Sabah, qui est le founder qui travaille chez Millennium Capital et qui est un des premiers à avoir lancé une sorte d'ETF depuis la France et régulé par l'AMF pour Bitcoin et pas mal de trucs. Et là, ils vont sortir d'autres produits qui vont permettre d'avoir des sortes de représentations du yield généré par des machines de minage, donc ce qui permettrait aux mineurs de se protéger, etc. Enfin bref, il y a des choses très intéressantes qui vont avoir lieu cette semaine, je pense, avec cette interview. Super, je fais une petite parenthèse. Hein. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, que ce soit Coin Academy, ma chaîne Capette Crypto ou celle de Picsou si c'est pas fait. Je vous laisse bien entendu ces liens en description aussi. Voilà, pour pouvoir vous tenir au courant. Donc là, on a des petites nouvelles. Alors je voulais en parler, la SEC qui réclame quasiment 2 milliards de dollars à Ripple pour les avoir, pour leur dire, bon les gars, pendant des années et des années, vous vous êtes gavés, vous avez vendu de manière illégale des XRP et ils mettent enfin un prix. Mais bon, de toute façon, ça, à la suite, on le saura à partir du mois d'avril parce que c'est ce truc qui traîne depuis, je sais pas, 7 ans facile entre la SEC et Ripple de savoir qui a raison, quelle amende payer, etc., etc. Donc, je pense que Ripple va contester et qu'il va y avoir un arbitrage entre ce prix annoncé et le prix final. Mais Ripple risque de devoir payer un gros billet. Par contre, ce qui serait génial, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé dans cette émission, c'est qu'une fois que cette affaire elle sera réglée, ça peut donner une jurisprudence plutôt positive au reste du marché des crypto-monnaies parce que Ripple, c'est quand même un gros morceau. On est sur une boîte qui n'a pas fait à proprement parler une ICO, c'est-à-dire qu'ils ont émis des jetons en avance. Au lieu d'avoir une inflation progressive, ils ont tout émis d'un coup et ensuite ces jetons, ils les ont mis en vente sur différentes plateformes de crypto-monnaies. Payez-nous 2 milliards et chill les gars, ça se passera bien. C'est à peu près ça. Hein. Et je pense qu'ils ont fait beaucoup plus de 2 milliards les potes, de toute façon. Donc ce serait chill en vrai. Mais dans tous les cas, il y a le côté pognon. 2 milliards, c'est quand même beaucoup. 2 milliards, c'est beaucoup, mais Ripple, ils sont là depuis vraiment longtemps. Hein. Ouais, mais je pense que 2 milliards, c'est plus pour un Ripple que pour un Binance, par exemple. Ah bah oui. Enfin, Binance, c'était 4, mais... Ça, c'est sûr. Pour eux, c'est beaucoup plus impactant, je pense, que pour Binance. C'est sûr. Mais bon, on part quand même d'un projet qui a forqué, en quelque sorte, Bitcoin, qui a retravaillé le consensus pour avoir un truc ultra rapide pour l'époque, qui a émis des jetons à l'avance, il n'y a même pas eu de mining ou d'inflation, etc. Et qui ont dit sur les plateformes, voilà, achetez nos jetons. Ça va, tranquille, tu vois. Pas eu besoin de licence, rien. Ça a été... voilà, ils ont vendu de la marchandise, en fait. Hein. Et c'est justement là-dessus que se fait le procès. Hein. C'est savoir comment va être jugé XRP, Security, Commodity, juger pourquoi, ils ont raison sur quoi, etc., etc. Donc, ça va faire beaucoup de jurisprudence pour le reste du marché. Et plus la SEC va avoir raison sur des sujets, et plus ça va lui donner à manger pour pouvoir attaquer d'autres projets ensuite. Et les autres projets, c'est Ether, Sol, etc., etc. Faut pas l'oublier. Ensuite, A16Z révèle 25 projets participants à son Crypto Startup Accelerator. Donc, voilà, c'est un projet qu'ils ont mis en place à Londres pour essayer de dénicher des pépites sur différents secteurs d'activité, la DeFi, les paiements, la GameFi, donc les jeux Web3, les infrastructures, donc Layer 1, Layer 2, Layer 0, etc., etc. On vous a listé la liste de tous les projets. Je ne vais pas vous les citer, mais il y a absolument de tout. Et donc, maintenant, on va suivre ce que ça va donner au printemps dans ces projets, lesquels vont être retenus. Il faut savoir que ceux qui seront retenus auront un soutien d'A16Z, qui est un très très gros fonds. C'est ça, c'est un fonds d'investissement. C'est un énorme VC. C'est un VC. C'est un des plus énorme. gros. C'est le plus gros en crypto, je pense. Okay. Un des plus gros. Ouais. Un des plus gros. Donc, il donne accès à du réseau, j'imagine, du fric, etc., etc. Donc, ça peut être une belle opportunité pour tous ces projets. Et franchement, tous les projets qui sont listés, j'en connais pas un. Les 25, pas un. Je pense que c'est vraiment genre très early, c'est genre des trucs qui sont pas trop publics ou pas trop suivis, etc. Et que c'est vraiment super early stage, quoi. Ok, en tout cas, voilà, c'est tous les trucs récents. Hein. On a des jeux, on a des trucs liés aux ZK, scaling, etc. Bref, tout ce qu'on aime bien. Ensuite, on a KuCoin et ses deux fondateurs qui sont à leur tour accusés de blanchiment, violation des lois. Alors, c'est exactement le même sujet que pour Binance, etc. C'était obligé que ça arrive. Parce que pour moi, KuCoin, et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai rien contre KuCoin. Hein. C'est un super produit. J'ai mis des billes là-bas en toute connaissance de cause, en sachant qu'à tout moment, pouvait se barrer avec la caisse, ils pouvaient se faire hacker, liquider, attaquer, comme c'est le cas précis, subir un bank run, etc. Ils ont les reins solides, KuCoin. Ils ont quand même subi une perte de 15%, je crois, de tous les assets qu'ils avaient sur la plateforme suite à cette annonce. Mais en gros, qu'est-ce qu'ils leur auraient reproché? C'est que dans un premier temps,
bah, les gens, ils arrivaient, ils donnaient même pas de pièce d'identité, c'était juste un nom, prénom déclaratif. Comme Binance, hein. Ils commençaient à trader, ils pouvaient sortir l'argent. Exactement. Donc ça, on va pas se mentir. Ça a fait que pendant un certain temps, ça a été une sacrée machine à laver, aussi bien pour des individus que pour des réseaux mafieux, etc., etc. Et c'est ce qu'il leur est reproché. Et franchement, si vous voulez ça, prenez-moi bien au mot, hein. C'est pareil pour n'importe quel business qui fait travailler de l'argent. C'est-à-dire que même un petit entrepreneur qui commence à faire, je sais pas moi, de la conversion PaySafeCard vers machin, ou crypto-monnaie à crypto-monnaie qui n'a aucune licence, qui lance juste son site web et qui commence à faire du volume, c'est la même chose. C'est juste que KuCoin est devenu très gros et a commencé à faire des semblants de KYC plus tard, mais c'est pas un truc ultra régulé et ils vont le faire. Donc ça va être la même chose. Ils vont se mettre en règle. Ils vont placer des nouveaux employés, ils vont dire oui, la réglementation c'est important, ils vont payer une grosse amende et puis voilà. Et du coup, les utilisateurs qui ont du mal avec cette mise en conformité vont aller sur des trucs un petit peu plus gris, type MEXC, Gitcoin, etc. Je peux en citer plein et c'est toujours comme ça. Ce que vous devez retenir, c'est que vous n'avez aucun intérêt à détenir vos assets sur un exchange et que vous avez tout intérêt à genre avoir la propriété et la sécurité de vos fonds en fait. Après, voilà. Évidemment, c'est un travail supplémentaire pour des débutants et tout. On peut faire des erreurs, ça peut amener aussi à des pertes de fonds. Mais je pense que tout ce qu'on retient avec l'affaire FTX et toutes les autres affaires qui ont suivi, c'est que si vous avez l'occasion de détenir vos propres fonds via un ledger, un trésor, un tandem, etc., faites-le. En fait, la bonne manip, parce que là, vous devez vous dire, ouais, mais pourquoi vous nous parlez d'exchange tout le temps? Nous, on fait pas la guerre aux exchanges, hein, on n'a rien avec, aucun problème. C'est juste que la façon optimale de faire les choses, c'est aller sur l'exchange, acheter vos jetons, les sortir. Si vous savez que vous allez faire du trading actif, bah aujourd'hui, de toute façon, il y a ce qu'il faut sur les plateformes décentralisées. Mais imaginons qu'il n'y a pas, tu peux laisser des billes sur les exchanges ou alors retransférer, tu payes quelques frais de gaz, mais voilà. Mais à partir du moment où tu gardes sur un exchange, tu n'es plus en possession des fonds et tu as tous les risques qui vont avec. Qui se barre avec la caisse, qui se fasse pirater, qui se fasse bloquer, qui parte en liquidation, tout ce que vous voulez. Donc vous le savez, on vous le dit régulièrement, on vous le redit. Et ça peut être une très grosse plateforme. Moi, franchement, tout à l'heure, j'ai lancé le clash entre parenthèses avec Léo parce que c'est bien, ça fait parler. Mais FTX, ils étaient gigantesques. FTX, ils pesaient plus de 100 milliards à un moment donné d'actifs entre le FTT, le Sol, l'écosystème Sol, etc. Et on est passé de 100 milliards à Kuchi. 100 milliards, je sais pas, mais c'était beaucoup. C'est parti, les gens sont partis de peur et ça s'est cassé la gueule, tu vois. Et c'est pour ça que Sam Bankman, ça a été une de ses défenses. Il a dit, mais moi, je ne pensais pas insolvable. Mais tu m'étonnes. Tu es à la tête d'un géant comme ça, tu as un melon pas possible. À aucun moment, tu te dis, ça part de 3-4 tweets, un article sur Coindesk et l'empire s'effondre. Bah, bien sûr. Toi, t'es dans ta bulle, en fait. À aucun moment, ça te traverse l'esprit, évidemment. Donc, je ne défends pas le diable. C'est juste, je me mets à sa position à ce moment-là. Tu te prends une tarte dans la gueule, c'est un truc de ouf. Donc, en fait... Quand tu as full investissement illiquide dans des startups partout et que tu vends les fonds de tes clients pour investir dans des trucs qui sont illiquides, je pense que tu le sais. Pour moi, tu le sais. Tu t'en doutes. Mais voilà, hein, c'est comme... là, tu as des gens qui nous écoutent. Imagine... je sais pas, t'as une faille MetaMask et les gars ils sont habitués à utiliser MetaMask et ils se font siphonner tout ce qu'ils ont sur MetaMask. Tu prends une claque, tu vois. Tu sais que le risque existe, tu peux t'en douter, mais tu te dis voilà, c'est MetaMask, machin, et là tu prends la claque dans la gueule. Donc c'est pour ça, évitez de garder des trucs dans des trucs qui sont peu sécurisés ou qui sont centralisés, etc. Essayez vraiment de... On me dit, et Binance, mais en fait, Binance, c'est la même problématique, c'est centralisé. Binance, ils ont les reins solides, ils sont régulés, tout ce que tu veux, mais c'est un tiers. Et le principe des cryptos, c'est de se passer d'un tiers. En fait, si on a pu voir FTX se casser la gueule, vous ne devez pas exclure que Binance peut se casser la gueule. Je pense que c'est très peu probable. Voilà. Mais est-ce que vous voulez jouer avec cette probabilité? Non, en fait. Juste ne soyez pas naïf. Et regardez moi ce qui m'est arrivé et d'autres gens sur FTX. On a perdu de l'argent. Moi, personnellement, tout va bien. Je suis à all-time high sur tous mes wallets, etc. Tout se passe bien. Mais je sais que d'autres ont été beaucoup plus affectés. Et voilà, donc si vous avez les compétences pour ne pas prendre ce risque-là, ne le prenez pas. Hein. En gros... Surtout si vous êtes investisseur. Si vous êtes investisseur, faites-le. Essayez de détenir vos propres fonds via des solutions comme Ledger, etc. Par contre, si vous êtes trader, pour moi, retirez quand même les fonds, mais laissez le minimum pour derrière trader avec du levier sans prendre plus de risques. Mais c'est juste qu'avec le levier, tu peux mettre moins de collatéral sur les exchanges et prendre la même taille de position. Il y a ça, et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Honnêtement,
je pense que quasiment personne, à part les gens qui sont dans une petite période, personne ici trade tous les actifs qu'il a de manière ultra active, en mode achat, vente, tout le temps. Généralement, tu les as sur une plateforme, ça dort, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit tu ne bordes pas le prochain meilleur utilisateur en l'état actuel de l'écosystème, faut arrêter un peu. Bah, déjà, je crois il y a 580 millions de personnes qui ont des cryptos. Enfin, j'avais entendu cette stat-là. Bon. Et au-delà de ça, nous, on vous donne des recommandations de personnes qui souhaitent être actives dans l'écosystème et prendre le moins de risques. Genre, tu peux onboarder plein de gens et qui gardent leurs fonds sur des exchanges, il n'y a pas de souci. C'est juste que eux, peut-être, ils se rendent pas compte qu'ils prennent certains risques, tu vois. Genre, c'est comme une banque, tu vois. Genre, c'est juste pratique d'avoir tes fonds à la banque plutôt que d'avoir des mallettes de cash chez toi, quoi. En tout cas, voilà, dans le et chat, tu prends quand même un risque en faisant. Ça dit le problème, c'est les fees. Bah ouais, mais bon, à un moment donné, tu veux pas payer des dizaines de dollars de fees, à la limite des centaines de dollars. Ouais, quand t'as un petit portefeuille, tu vois, si t'as 500 $ ou 1000 balles de portefeuille, tu vois, c'est pénible. Mais bon, si tu perds 1000 balles d'un coup, c'est très pénible. Donc, faut savoir ce que vous voulez à un moment donné. Bref, ensuite, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, Larry Fink, grand patron de BlackRock, qui pense que même si Ethereum pouvait être reclassé en security, ce serait pas un problème pour un ETF. Je suis d'accord. C'est pas souhaitable et moi je ne pense pas que Ethereum deviendra une security, je ne pense vraiment pas. Il y a beaucoup d'éléments qui feraient que ce serait contradictoire de la part de la SEC. On veut pas que ça arrive surtout. On veut pas que ça arrive, mais je pense pas. Franchement, voilà. Après je peux me tromper, mais j'ai un avis assez tranché là-dessus. Mais voilà, si ça arrive, ça n'empêchera pas un ETF. Par contre, si ça arrive et qu'il y a un ETF, bah, ça veut dire que Ethereum devient un produit pour institutionnel et pas un produit du peuple, en gros. Sauf si tout se passe sur les plateformes centralisées. Mais là, se posera la question de comment seront cuisinées de la part des régulateurs les plateformes décentralisées, parce que ces plateformes décentralisées, c'est des extensions sur Google Chrome ou autre. Donc, il y a un tiers à ce moment-là qui va vouloir que les développeurs rendent des comptes à Google, sinon ils vont délister les extensions. C'est la même chose si jamais vous avez un site internet qui héberge une application. Pareil, pour avoir un site internet, il faut acheter le domaine, il faut donner un nom, prénom, etc. En bref, à part une application que tu exécutes sur ton PC pour interagir avec la crypto, ce qu'on va voir de plus en plus d'ailleurs, ça va devenir plus problématique. Donc, on va devoir revoir nos habitudes. Et il y a plein de gens qui sont pas autant branchés crypto que moi et Léo, qui vont se dire « Ah ouais, mais c'est trop compliqué, c'est trop risqué. » Et puis, s'ils considèrent comme security maintenant, peut-être qu'ils vont faire passer une loi où je vais devoir me prendre la tête pour vendre, pour les impôts et tout. Et ils vont lâcher Ethereum. Tu vois, ils vont jouer à la sécurité, ils vont aller sur Bitcoin. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment pas souhaitable que ça devienne une security. Voilà pour les actualités en bref. Ensuite, je voulais vous parler rapidement de Bitcoin Cash. Voilà, très rapidement, ça me fait plaisir. Bitcoin Cash, qui est un fork de Bitcoin qui est né en début août 2017, donc qui propose non pas Segwit et le Lightning Network, mais plutôt une logique de plus gros blocs sur sa blockchain. Aujourd'hui, tu n'as quasiment aucun effet de réseau dessus, mais historiquement, il a lieu d'exister et en fait, son halving va arriver plus tôt que Bitcoin. Il va arriver autour du 4 avril, je crois. 4 avril, j'avais noté. Donc, du coup, peut-être un play à jouer. On sait également que, eh bien, on a des contrats à terme sur Coinbase régulés par la CFTC, qui est le régulateur, je crois, des commodities aux États-Unis, qui va arriver. Donc, ce fameux contrat à terme, nos confrères de Cointelegraph en ont parlé. Ça va arriver sur du Dogecoin, du Litecoin et le Bitcoin Cash à partir du 1er avril et ce sera lancé par Coinbase. Voilà. Donc, ça va peut-être créer de l'activité sur ces jetons-là. Vous noterez que ce sont des jetons en Proof of Work et vous noterez aussi que Ethereum Classic n'en fait pas partie. Donc peut-être un play à jouer. En tout cas, il semblerait que ça a donné un léger coup de boost à ces jetons. Si on regarde bien, Litecoin, il est où? Litecoin qui était parti à la cave depuis longtemps, bah là il a pris un petit 23%. Le Dogecoin, en plus du fait que c'est un meme coin historique, etc., il a pris 60%. Et même le Bitcoin Cash, Bitcoin Cash, il a bien kiffé la news, j'ai l'impression, entre le halving, etc. On est sur un 30%. Sur la semaine et quasiment x2 en 30 jours. Donc intéressant, affaire à suivre. Peut-être que ces dinosaures en Proof of Work ne sont pas encore finito et peut-être qu'il va y avoir des spéculations sur des ETF, des ETN et d'autres types de produits dérivés. On souffle. Je voulais vous en parler quand même. Ensuite, je vous fais une cartographie des projets de Chain Abstraction. Alors là, ça me fait plaisir. C'est le poulet que je vous offre aujourd'hui. Alors pourquoi je vous le partage ? Je vous le mettrai aussi dans la description. La Chain Abstraction, ça va être une des narratives qu'on va nous matraquer le plus sur cette année 2024, j'en suis convaincu. Donc vous allez entendre parler de Chain Abstraction, de Chain Abstracted Product, d'Omni-Chain, de métatransactions, c'est-à-dire de transactions cross-chain, d'agrégation. Vous allez aussi entendre parler d'intention,
Donc, marché des intents ou intentions. C'est-à-dire qu'une intention, c'est quoi? C'est par exemple, moi, je suis Capet, j'ai du Dogecoin. Mais j'ai du Dogecoin wrappé sur Solana et je voudrais les swapper contre, je sais pas moi, du NIR protocol sur la blockchain Phantom. Donc, il va y avoir du bridge, il va y avoir plein de trucs, etc. Donc, généralement, ce qui se passe, c'est ce qu'on a l'habitude de voir sur des trucs type Rango Exchange, mais il y en a plein d'autres. C'est que vous devez connecter différents wallets, dire vous partez de quelle chaîne pour aller à quelle chaîne. C'est pas hyper ergonomique, surtout pour les gens qui ne comprennent pas ces logiques de réseau. Parce que pour eux, on leur dit, il y a une crypto-monnaie, ok, c'est une crypto-monnaie, c'est universel. En fait, avec ces histoires d'intention et d'abstraction de chaîne, on va avoir un parcours client où tu as un wallet qui fonctionne avec tout. Et tu te prends pas la tête. Tu vas avoir des blockchains qui vont pousser ça, des protocoles qui vont pousser ça, des wallets qui vont pousser ça. Donc j'essaie de tous les cartographier. Le first mover dans cette narrative, c'est NIR Protocol. Mais attendez-vous à en voir plein d'autres. Il y a Particle qui fait beaucoup parler de lui. Il y a plein de trucs. Donc moi, je vais vous demander un truc, les potes. Dès que vous voyez un projet qui n'est pas dans cette liste, tweetez-le moi. Parlez-moi-en dans le Discord de Coin Academy. J'ajoute à la liste et je digue parce que je pense vraiment que ça, c'est un truc qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'intention. Et si c'est bien fait, si ça se trouve, à un moment donné, on va lâcher notre MetaMask ou notre Phantom pour aller sur des nouveaux wallets avec des parcours clients beaucoup plus agréables pour avoir le même type d'expérience utilisateur. Si ça se trouve même, on va avoir du sponsoring de transactions où en fait, on n'aura même plus à penser gaz. Eux, ils vont tout gérer derrière. Tu mettras le jeton que tu veux, ils prendront une petite commission dessus et ils iront payer le gaz pour vous. Donc, abstraction de chaîne, hyper bullish, j'adore. Ensuite, je voulais vous parler aussi de Rune versus Ordinals. Ordinals et BRC20, parce que BRC20 sont les tokens fongibles de Bitcoin, eh bien, je pense que ça va être une histoire du passé. Le protocole Rune va arriver avec le halving Bitcoin autour du 20 avril et il va être supérieur en tout point. Donc, on va pouvoir avoir beaucoup plus de shitcoin sur Bitcoin. Ça va coûter moins cher de trader avec. On a déjà des wallets qui vont être compatibles comme, je crois que c'est X... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Peut-être vous le saurez dans le chat. Bref, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Donc, je m'attends à voir beaucoup de shitcoin sur Bitcoin et c'est extrêmement bullish. Moi, je suis pour les shitcoins sur Bitcoin. Je vous le dis honnêtement. Alors, attends, on m'a envoyé ça dans le chat. Qu'est-ce que c'est? Voilà, un autre projet. Je vais le noter dans le marché des attentions. C'est par rapport à Swap, si jamais. Mais je crois qu'ils ont eu un petit problème de sécurité récemment. Très intéressant. Je vais noter tout de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à m'en parler. Même dans les commentaires de la vidéo YouTube pour la rediffusion qui sera disponible ce lundi, je prends tout. On a également un concours avec Shrapnel qui va se terminer après cette masterclass. Je vais faire le tirage où on vous fait gagner un opérateur qui vaut à peu près 300 €. Cet opérateur va vous permettre notamment de gagner d'autres trucs aussi, sous forme d'airdrop, de NFT, de jetons peut-être, etc. Donc voilà, petit concours en partenariat avec Shrapnel avec qui on bosse. Vous avez juste à RT, follow les deux comptes, taguer 2 amis en commentaire, tout ce qu'il y a de plus simple. Tirage tout à l'heure. Et si vous nous écoutez sur YouTube, bah désolé, ce sera déjà fait le tirage. Ensuite, on a Metaplex qui revient en force. Alors, je me sens obligé de vous en parler, simplement parce que historiquement, Metaplex sont à l'origine de la naissance des NFT sur Solana. Et donc, à la base, ils ont créé leur espèce de standard de token pour les NFT. Ensuite, tu as les tokens extension ou tokens 2022 qui sont arrivés sur Solana. Donc ça, c'est une initiative directement de Solana. Et donc, eux, ils proposent un nouveau standard de jetons qui va permettre de faire encore plus de choses pour justement pousser les gens à pas passer par le standard Solana, mais passer par le leur, peut-être pour se remettre en évidence. Donc ça va être intéressant parce que du coup, je pense qu'on va avoir des jetons fongibles, des jetons non fongibles ou peut-être une nouvelle classification de jetons qui va arriver sur Solana avec ce standard poussé par Metaplex. Je sais que Metaplex propose un jeton. Je n'ai aucune idée de son utilité. Aucune. Je sais juste qu'historiquement, Metaplex, ça pèse. Mais voilà, n'hésitez pas à dig aussi. Il y a peut-être un play à jouer par rapport à cette actualité. Désolé de ne pas plus connaître ce qu'il en est. Mais vous voyez déjà, le fait de minter des NFT avec ce nouveau standard de jetons devrait permettre de payer encore moins cher qu'avec le standard de Solana. Donc je pense que tout le monde va passer par ce standard de jetons et que eux ils vont manger justement sur des microtransactions, ils vont reprendre le trône en fait. Parce que je crois que Token Metadata c'était leur premier standard de jetons et si les gens l'avaient quitté pour le standard de Solana, c'est parce que justement le standard de Solana était moins cher. Donc ils reprennent le trône. Affaire à suivre. Et puis voilà, pour terminer, on a Ultra qui continue de faire évoluer son écosystème. Alors je vous fais la précision, moi je suis ambassadeur du projet. Ils ont l'intention chaque trimestre de faire bouger pas mal de choses et donc là pour le trimestre qui arrive, on va avoir une refonte de la token
tokenomique, une refonte du client pour exécuter les jeux, télécharger les jeux, etc., etc. Ouverture des API, ouverture de la blockchain aussi pour s'ouvrir à tout le monde, avec en fin d'année un système de subvention de 10 millions de dollars pour pousser les gens à créer des projets dessus, et aussi des nouveaux partenariats qui devraient être annoncés, donc j'imagine des listings de nouveaux jeux aussi. Voilà pour les actualités. De mon côté, je vais me charger également de m'intéresser plus à l'écosystème Cardano aussi, parce que visiblement, il se passe des trucs et que moi, j'aime pas être borné à dire c'est de la merde, faut pas regarder. Je regarde. Et puis si c'est de la merde, et ben je regarde et après je vous dis effectivement, alors j'ai regardé et après analyse, je peux vous confirmer qu'effectivement c'est de la merde. Mais là, en l'occurrence, j'y ai pas passé le temps, donc ça va être l'occasion de le faire en sachant que il y a plein de projets comme ça dont on parle jamais, dont Pulse Chain, Aptos, tu vois, Cardano, etc. Donc on va regarder tout ça. Je pense qu'on est pas mal au niveau de cette émission. Je pense qu'on est bien, ouais. On est sur une émission, comme d'hab, de 2 heures et quelques. Donc, ça fait un bon morceau. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, en tout cas. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Coin Academy. Si vous nous écoutez lors de cette rediffusion, je vous remets les chaînes dans le chat pour ceux qui nous écoutent. Et puis, on se retrouve très vite cette semaine pour différents contenus. Et peut-être à Paris aussi pour la PBW du 9 au 11 avril. Merci exact. Léo, en tout cas, de ta présence. C'était cool, hein. Franchement, on a fait un truc assez complet. Ça va. On s'en est bien sorti. Plutôt pas mal. Merci beaucoup en tout cas. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao tout le monde. Tchuss.